Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 291 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, on va parler de Dallas, puisque c'est l'avant-dernier numéro de nos bilans 2024, avec Quentin du compte Dallas Mavericks France, que vous connaissez probablement. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour un nouveau bilan de nos bilans 2024 avec aujourd'hui le finaliste NBA, malheureusement, pas le finaliste victorieux, ce sont les Dallas Mavericks. Et pour ça, un nouvel invité dans le Basket Lab. On accueille Quentin de Mavs FR. Comment ça va, Quentin ? Salut Guillaume, ça va super bien. Bonjour, bonsoir à toutes. Et toi, comment ça va ? Ça va, mais moi je vais un peu mieux que toi, mais parce que moi j'ai pas perdu des finales récemment. Je sais pas comment est-ce que vous avez vécu ça entre le côté surprise et finalement déception à la fin. Ah, j'ai eu le temps de digérer, heureusement. Et puis bon, il y a eu un tel écart sur les finales que dans ces moments-là, bon, tu acceptes la défaite. Et puis je retiens surtout la domination de la conférence Ouest qu'on a fait dans ces playoffs-là, qui fait que je reste avec une énorme dose d'espoir pour la suite, pour la saison à venir, pour qu'on s'améliore encore. Et puis on espère pouvoir aller chercher une revanche dès la saison prochaine. Et globalement, on reste plutôt sur le côté on nous attendait pas forcément là, donc il y a un peu un côté bonne surprise et heureux, plus que sur on est passé à côté des finales, ou pas. Ouais, clairement, parce que passer à côté des finales, je trouve, encore une fois, c'est vraiment lié au fait que le niveau des Celtics était vraiment extraordinaire. Je dirais pas non plus qu'on était à notre meilleur niveau, mais on en était pas loin, et on a vu qu'il y avait un gap, quoi. Je veux dire, le 4-1, je trouve, il reflète bien la différence entre ces deux équipes. Donc, il n'y a pas vraiment de regret à avoir de ce côté-là. Et quand on voit la jeunesse de l'effectif et l'état salarial des contrats, je me dis, pour la suite, c'est que du bon si, évidemment, il n'y a pas de blessure, parce qu'on sait qu'en NBA, ça va très vite. Mais globalement, c'est rassurant pour la suite, je trouve. Bon, alors Quentin de Mavs FR, le compte français de l'actu des Dallas Mavericks sur Twitter, que vous connaissez, soit pour l'actu, soit d'ailleurs pour des threads tactiques, parfois vous arrivez à produire ça, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de comptes, donc c'était d'autant plus admirable. Et puis surtout, vous avez lancé un podcast, tu as lancé surtout un podcast récemment, qui est sur les Mavs, donc qui s'appelle Howdy. Alors explique-nous qu'est-ce que ça veut dire Howdy. Alors Howdy Mavs, Howdy ça veut dire how do you do, c'est une contraction, c'est un mot qui est un peu connoté, on va dire un peu cow-boy, un peu beauf, si on pourrait dire comme ça. Au Texas, les gens l'utilisent pas trop, mais c'est vraiment un peu comme, tu vois, alors on n'attend pas Patrick, tu sais, que tu dis en vacances au camping. Le howdy, il a un peu cette connotation-là, voilà, au Texas, mais les Américains le connaissent tous, mais ça fait vraiment texan quand tu le dis. Et donc nous, on cherchait un nom pour le podcast, et voilà, on a mis Howdy Mavs pour un podcast francophone 100% Mavericks. Je l'ai monté avec deux amis que j'ai rencontrés à Dallas. Donc on vient de lancer ça. Et puis on a hâte que la saison commence pour enchaîner avec des podcasts d'actualité là-dessus. Ouais. À peine une poignée d'épisodes. Pour le coup, ça fait un mois et demi que vous avez lancé ça, je crois. Ouais. Pas plus. Mais le but, c'est d'en faire un truc régulier pour suivre l'actu toute l'année, je suppose, l'an prochain notamment. Ouais, totalement. Donc, je te dis pas, voilà, c'est compliqué au niveau des créneaux, vu qu'on a 7 heures de décalage entre les différentes personnes qui participent au podcast, mais on est en train de s'arranger pour se bloquer des créneaux réguliers pour avoir un podcast au moins toutes les 2 semaines, si ce n'est toutes les semaines. Oui, parce qu'on l'a même pas dit. Tes suiveurs le savent sans doute, mais tu le fais avec donc des gens que tu as rencontrés là-bas au Texas, parce que tu as eu la chance de partir au Texas et de vivre plus d'une saison en tant que fan des Mavs sur place, quoi. Donc c'est quand même, c'était le grand luxe, ça. Voilà. Et en plus, tu as pu rencontrer des gens, quoi. Ouais, c'était pas le grand luxe niveau sur la saison que j'ai choisie. C'est la seule saison. Celle d'avant, on fait une finale de conf, celle d'après, on fait les finales NBA. Mais oui, 18 mois de juin 2022 à décembre 2023 à Dallas, qui ont été un peu la consécration après des années à taffer sur le compte. J'ai pu enfin vivre là-bas et suivre une saison en direct. Ça, c'était vraiment super. Est-ce qu'il y a un projet pour y retourner, ou est-ce qu'on attend quand même, on va laisser un peu tranquille le portefeuille pour l'instant? Y retourner vivre, non. Y retourner, oui, ça. Ouais. Je pense que ça va arriver sur la saison 2024-2025, sans aucun doute.
Ah, mais alors fais attention parce qu'on sait que Dallas, vous faites une année sur deux de bien. Donc, est-ce que tu devrais pas plutôt attendre pour, pour 2026 pour être sûr de refaire une grosse saison? Non, ce qui est sûr, c'est que je vais attendre. Je vais attendre genre bien janvier, février avant de me décider parce que bah, du coup des matchs de saison régulière, j'en ai vu assez. Là, je vais aller voir des matchs de playoff, donc j'attendrai de voir où on en est au moment du All-Star Game pour me décider. Ouais. Bah alors justement, le programme du jour, vous le connaissez, c'est les bilans 2024. On fait les bilans équipe par équipe en 10 stats, le format des 10 stats de la saison, qui est un peu, voilà, 5 chacun, 5 stats chacun, qui est aussi soit des stats intéressantes, soit sinon qui sont un peu un prétexte, pardon. On aime bien discuter en partant d'un chiffre, mais le but c'est toujours de parler de jeu et d'aborder plein de petits sujets. Donc à propos aujourd'hui des Dallas Mavericks, finalistes surprise, je pense qu'on peut le dire, de cette année 2024, même si pas des méritants. Peut-être on en parlera, je pense, dans ce bilan 2024. Et donc, bah, si tu es prêt, Quentin, on peut attaquer directement. Je peux te lancer. Quelle est donc ta première stat du jour à nous présenter pour ces Dallas Mavericks 2024? Alors, donc globalement, j'ai choisi sur mes 5 stats, j'en ai une qui est un peu collective et 4 qui sont un peu voilà des prétextes pour parler des différents joueurs. Ouais. Donc, je voulais commencer évidemment par notre franchise player, le seul et unique Luka Doncic, qui fait voilà beaucoup parler sur plein de sujets, plein de facettes de son jeu. Moi, il y en a une que je voulais mettre quand même en avant. Quand on regarde, mine de rien, sa carrière NBA, il y a eu une progression quasiment constante sur les tirs extérieurs, donc sur les tirs à 3 points. Cette saison, il a pris 45% de ses tirs à 3 points pour une réussite de 38%. Donc on a déjà une grosse amélioration par rapport aux saisons précédentes de 3 à 4% par rapport à ses premières saisons. Ouais. Et surtout, je trouve que ce chiffre de 38% qui paraît moyen quand on regarde les stats de l'NBA, il est quand même évidemment à mettre en parallèle par rapport à la difficulté de ses tirs qui sont beaucoup de step back free, quasiment ce ne sont que des tirs qui ne sont pas issus d'une passe décisive. Donc c'est un 38%, mais qui est en fait 38% sur des tirs d'une grande complexité. Et autant sur les saisons d'avant, on était quand même assez des fois même découragé parce qu'il prenait vraiment trop de tirs à 3 points avec un rendement assez peu efficace. Aujourd'hui, on augmente le rendement. Il peut encore évidemment s'améliorer. Des fois, il prend toujours un peu trop de mauvais tirs à 3 points, je pense, parce qu'il est un peu flemmard en fin de possession ou quoi. Mais il arrive voilà quand même à s'améliorer sur cet aspect-là. Et en tant que voilà fan de Dallas, je voulais le défendre un peu des fois on dit voilà que c'est un très mauvais shooter à 3 points, etc. Je voulais voilà mettre ça en perspective et donc dire qu'il arrive à s'améliorer, à avoir un pourcentage décent sur des tirs encore une fois très compliqués. Je sais pas s'il va pouvoir beaucoup s'améliorer, ça me semble difficile de faire au-delà de 38% de réussite, ou alors il faudrait qu'il prenne plus de catch and shoot à 3 points, et ça j'y crois peu. Mais voilà, je voulais parler de cette amélioration de son jeu. Des fois on dit souvent là où c'est que Luka peut s'améliorer, etc. Sur ce sujet-là, il s'est amélioré, selon moi, et il est vraiment dans la catégorie step back free, un joueur assez élite. Et c'est vrai que des fois on est très content d'avoir ce genre de joueur quand une possession ne mène à rien, qu'il reste 2 secondes à l'horloge, et que bah on a un joueur comme ça qui te permet d'avoir beaucoup de points sur des possessions au final qui n'auraient probablement rien donné. Non mais tu fais bien de commencer par défendre le jump shot de Luka Doncic. Dans le podcast de quelqu'un qui a démarré son podcast avec un épisode de Luka Doncic, est-il vraiment un bon jump shooter? C'est comme ça que j'avais fait mon épisode 1. Mais non, mais c'est vrai que c'est un peu toute l'histoire de Luka Doncic à l'époque. Moi, le podcast il a plus de 3 ans, donc évidemment on a un peu évolué, mais c'est vrai que c'est la première année où on est au-dessus de la moyenne en fait en termes de réussite, parce que comme tu dis en fait au début on était largement en dessous de la moyenne, 32-31% ces 2 premières années, et puis pendant 3 ans on a flirté avec les 35 qui étaient voilà au niveau de moyenne un peu en dessous de la moyenne NBA qui est autour des 36. Mais je te rejoins aussi sur le fait que par exemple là 38% on est au-dessus de la moyenne et c'est bien, mais en même temps c'est peut-être un chiffre qui est aussi à relativiser parce que la moyenne NBA, c'est la moyenne de tous les tirs, et donc notamment beaucoup de catch and shoot, etc. Bien sûr. Mais finalement, son 38%, tu le compares aux autres joueurs NBA, tu dis c'est bien, mais c'est pas génial. Par contre, c'est vrai que sur l'échelle seulement des pull-ups à 3 points, 38%, c'est plus seulement un cheveu ou deux au-dessus de la moyenne, c'est quand même très costaud, quoi. Vraiment sur l'échelle des pull-ups, et pas seulement de tous les tirs à 3 points. Donc il y a un peu ce côté
qui va dans les deux sens pour moi, qui est qu'en effet, il est extrêmement compétent sur ce tir, même si de l'autre côté, ça reste un tir qui est pas hyper rémunérateur, à moins que tu sois un Stephen Curry et que tu t'ailles chatouiller les 42, 43, 44% de réussite parfois. Mais voilà, ça fait aussi partie de son jeu, il faut l'accepter, et en tout cas, ce qu'on aime beaucoup, c'est cette amélioration, et on espère que ça va un peu rester plutôt au niveau des 38, comme ça, 38-39%, sur un énorme volume, plutôt que peut-être comme avant, où bah, c'était utile, hein, c'était déjà très utile, mais c'est vrai qu'au global, 34-35% sur 8-3 points par match, dont beaucoup de pull-up, c'était un peu moins génial, quoi, en fait. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Après ce chiffre de 45% de ces tirs qui sont des tirs à 3 points, je pense qu'il pourrait peut-être, enfin, on gagnerait en efficacité à le faire baisser, mais j'imagine que c'est une demande plus d'efforts physiques et que des fois, voilà, notamment en série régulière, il a peut-être, il veut pas forcément être à 100% sur tous les matchs, et c'est pour ça qu'on a peut-être ce pourcentage qui est, à mes yeux en tout cas, peut-être un peu trop haut. Ouais. Non, mais après, c'est son jeu aussi, hein. Je pense qu'il aime bien prendre ce tir, il aime bien faire comme ça. Et en plus, tu vois, c'est même pas un aspect où on peut même pas trop lui reprocher. Non, mais tu prends trop de pull-up à 3 points, va au panier plus tôt, parce qu'il a tout de même un des meilleurs volumes de drive de toute la NBA. Donc on n'est même pas dans un cas où il fait trop de pull-up et pas du tout de drive. Non, en fait, c'est qu'il a un volume qui est énormissime. Donc il fait beaucoup de pull-up à 3 points, mais aussi beaucoup de drive au panier. Et voilà, à surveiller, parce qu'en effet, on sait que historiquement, c'est pas un shooter qui est incroyable en termes d'efficacité. Ça, on le sait, même si modulo, comme dit, hein, toutes ses efficacités en carrière sont aussi à prendre en compte, à pas à comparer avec des efficacités 3 points moyennes ou normales, en fait, parce que il prend beaucoup de pull-up à 3 points. Donc tu vois, même les années d'avant où il faisait 35, il faut pas dire bon ben c'est 35, c'est en dessous de la moyenne, comparé à d'autres qui prennent des catch and shoot, quoi. Même 35 sur l'échelle des pull-ups, c'est déjà un peu mieux, quoi, pour le coup. Donc à surveiller, parce qu'on sait qu'il a pas un historique de shooter génial, mais en même temps, on sait aussi que ça peut venir petit à petit avec l'âge, le shoot de plus en plus. Vous, en plus à Dallas, vous avez bien connu Jason Kidd quand il est arrivé chez vous, enfin quand il a fini chez vous. C'était un des meilleurs shooters de l'histoire de la NBA en termes de volume total, alors que au début il l'était pas. Mais voilà, ça reste à surveiller, et c'est aussi une arme qui est un peu à double tranchant, parce que souvent quand il y a un pull-up à 3 points qui est manqué, on se dit ah bah tiens, non, c'est un tir qui est mauvais, en plus assez contesté et tout, il aurait pu faire autre chose, et quand ça rentre, c'est quand même assez génial, quoi. On est d'accord. Donc voilà pour le pull-up de Luka Doncic. Bah alors attends, je peux enchaîner sur ma première stat du jour qui est sur lui aussi, si tu veux bien. Moi c'était 1,37 justement. 1,37, ce sont ses points par tir sur des tirs en fin de drive. Donc son efficacité, hein, sa productivité globale, layup plus lancer franc provoqué, et rentré ou pas. 1,37 points par tir en fin de drive. Eh bien, à ton avis, c'est combien en NBA ? Oula, ça se doit se situer vraiment dans le haut. Eh bien oui, c'est premier. C'est premier de NBA. Ah ouais, tout simplement. j'allais dire peut-être deux, peut-être qu'il allait avoir un Shai Gilgeous devant, ou je sais pas, mais... Non, il est plus efficace. En fait, il est plus productif au global quand tu prends et layup et lancer franc, et en fait tout, hein, le global, il est devant des SGA, devant Giannis Antetokounmpo, etc. Voilà, c'est le premier de NBA, et je pense que c'est aussi ça bon, comme dit, moi j'avais commencé le Basket Lab avec un épisode là-dessus, mais il y a un peu cette image toujours de Luka Doncic, c'est les pull-up à 3 points comme James Harden, etc., ou comme Lillard, comme Curry, bref. Alors qu'en fait, c'est aussi et surtout, c'est pour ça que c'est un joueur aussi fabuleux, hein, toi tu le sais, c'est que c'est un driver, c'est le meilleur driver de NBA à mon sens, assez nettement. Alors peut-être que on peut débattre avec des SGA, avec des Giannis, avec des mecs comme ça. Mais voilà, on a affaire à quelqu'un qui, en plus, n'a pas forcément des outils classiques de explosivité pour faire la différence au démarrage, ou ce genre de choses. C'est plutôt le mec qui va à son rythme, qui est très lent, très costaud, qui va aussi provoquer les fautes extrêmement bien, qui a tout un jeu de... On sous-estime un peu ça, mais tu sais, il a une question de timing où c'est le meilleur de NBA là-dessus, je trouve, au niveau des drives. Où en fait, il faut aller regarder sur NBA.com toutes les vidéos de toutes ces drives ou ces tirs au panier, vous allez voir qu'à chaque fois, le défenseur saute trop tôt. Et en fait, c'est parce que c'est pas un hasard, hein. C'est lui qui fait exprès de perturber le timing du défenseur en faisant mine de tirer avant sur le premier pas plutôt que sur le deuxième, ou alors en attendant, en faisant un deuxième pas qui est ralenti sur le double pas du layup. Il ralentit le deuxième pas, comme ça le défenseur et son timing est perturbé, il commence à sauter alors que Doncic n'a pas décollé, et donc c'est comme ça qu'il arrive à soit libérer des tirs ouverts sur layup, soit à provoquer des fautes parce que le défenseur a sauté, donc il est en l'air et ça fait faute.
Mais voilà, ça me paraissait important de le noter et de le rappeler. J'avais rien d'inédit sur lui à dire qu'on n'ait pas déjà dit, parce qu'on le connaît, c'est le meilleur driver de NBA ou pas loin, premier en efficacité, troisième en termes de volume, 18 drives par match. Bref, c'est le Luka Doncic qu'on connaît, et ce drive est un peu à la base de tout en fait. Ouais, carrément. D'ailleurs aussi, tu disais par rapport à son timing, il y a aussi de nombreuses fois où en fait son défenseur se retrouve, il arrive très bien à jouer avec son corps, et tu te retrouves avec le défenseur, tu sais, qui est dans son dos, qui essaie en fait de revenir après la pause d'écran où il s'est fait un peu décaler, et du coup il se retrouve à jouer avec ça, son défenseur dans son dos, il joue de son corps, et puis après il arrive à monter facilement, soit avec enfin en général sur au lay-up, mais c'est vrai que de ce point de vue-là, il compense parfaitement son manque de vitesse qu'il avait sur sa saison 2. Je sais pas si, moi je suis toujours très nostalgique de sa saison 2 par rapport à Ouais. ce Luka Doncic explosif qu'on aura connu vraiment qu'une saison où il était affreux à 3 points, mais c'était exceptionnel en termes d'explosivité panier. Mais tu vois, aujourd'hui, ouais, il compense ça par, ouais, comme tu dis, une maîtrise du timing qui est vraiment unique. Ça me fait penser parce que du coup là tu parlais de ces nombreux drives, etc. On est la quatrième équipe avec le plus de screen assist par match, et normal avec un joueur comme lui, il utilise magnifiquement tout ça. Bon, je vais en parler après plus tard de Doug Gafford et Lively, mais du coup ça lui permet aussi de se créer de très nombreuses occasions avec au final quelque chose qui est le truc le plus simple au monde en NBA. Tu viens avec un poseur d'écran et tu vas au panier, enfin tu te débrouilles pour y aller. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, voilà, on est vraiment dans le très simple, mais Luka le maîtrise à la perfection, quoi. Très simple, pas en termes de difficulté, enfin ça reste évidemment très dur, mais en termes de schéma tactique, je veux dire, voilà. Ouais. C'est difficile à faire ce qu'il fait, mais c'est simple. Oui, C'est je vais au panier, voilà. pick and roll, attaque simple, attaque parfois même un peu stéréotypée pour certains, un peu trop classique justement, mais c'est simple, mais ça marche. Cette simplicité marche parce qu'il y a un mec qui l'exécute parfaitement, Mm. et c'est compliqué de l'exécuter aussi. Enfin, c'est difficile de l'exécuter aussi bien. Mais non, justement, j'allais te lancer là-dessus parce que c'est vrai que t'en as parlé de toi-même, mais moi j'avais un peu souvenir aussi d'un Doncic, et on s'en est peut-être pas rendu compte si on suit pas les Mavs, si on regarde pas 60 matchs des Mavs chaque année, ou si on n'est pas un fan qui suit de près, mais effectivement il y a un peu une évolution physique on s'en est peut-être pas rendu compte au fur et à mesure des années, où on est un peu habitué là à avoir un Luka Doncic qui est extrêmement costaud et puissant, et d'ailleurs ça a été la clé de pas mal de séries, hein. Enfin, la meilleure opposition qu'il a pu avoir, c'est Lou Dort, et même lui n'y arrivait pas tout le temps, mais on a bien vu que c'est exactement cette puissance de drive qui a fait sauter le verrou de la défense des Wolves en fait, hein, parce que McDaniels, parce qu'Anthony Edwards, parce que Nickel Alexander-Walker, qui sont des défenseurs de navigateurs d'écran, mobilité fantastique, mais et en fait Luka Doncic, comme tu dis, simplicité. Il va pas faire 3000 mouvements, c'est je rentre dedans, j'ai cette puissance, et en fait ça fait la différence, quoi. Les défenseurs des Wolves n'étaient pas assez costauds. Enfin bref, on a déjà assez parlé de ça, mais ça a été vraiment la clé, je trouve, de tout ça. Mais comme tu dis, enfin je peux te poser la question, on est d'accord que il était quand même beaucoup plus léger quand il est arrivé en NBA. Oui, oui, sa saison rookie, il est encore, en gros sur le trait, encore adolescent limite. Ouais, le baby fat, quoi, en gros, hein, pour caricaturer. Voilà, Ouais. c'est ça. Et il y a vraiment, en fait, pour grossir le trait aussi, depuis la saison 3, je trouve qu'on est globalement le joueur, il reste à peu près similaire à celui qu'on avait. Donc saison 3, c'est 2021, vu que la Oui. saison elle a commencé plus tard. On est vraiment dans la digne continuité donc on a commencé à avoir les premiers, tu sais, où là il a trop fumé la chicha cet été, il a trop mangé, il s'est pas assez nanana. Voilà, ce jour-là, en tout cas depuis 4 ans, on est dans cette continuité là, mais il y a cette saison 2019-2020 où il a confirmé le statut de superstar qu'on a entrevu dans sa saison rookie, mais qu'on n'a pas vu complètement. Pour rappel, il a explosé niveau points de sa première à sa deuxième saison. Il est passé quasiment de 20 à 29, quoi, quasiment. Et sur cette saison-là, il était fit. Et c'était, quand tu vois les highlights, voilà, c'est assez fou. En fait, cette deuxième saison, on arrive très facilement à la voir visuellement quand on voit des highlights de Luka, parce que il a fait ça que pendant cette saison-là, et vraiment, c'était très très rapide, très explosif au cercle. Et puis bon, voilà, j'ai accepté que on le reverra, enfin on reverra plus ce Luka, mais en même temps, voilà, pour revenir à la première stat, il s'est beaucoup amélioré dans d'autres secteurs, notamment extérieurs. Ouais. Et voilà. Mais oui, que tu as raison. C'est vrai qu'il a eu aussi ces différents
ces différentes phases au niveau de son corps, quoi. Comme aujourd'hui, Dirk Nowitzki, on se souvient juste de la carcasse qui bougeait difficilement, mais son premier tir de carrière, ça allait énormément au cercle, il faisait aucun fadeaway, enfin, il n'était même pas encore inventé de son côté, enfin, voilà, c'est des choses de début de carrière, des fois qu'on oublie avec le temps sur certains genres, mais oui, il a pu être explosif. Ouais. Non, mais mon souvenir, moi, c'était que à la draft, draft 2018, et en gros, il revient sa saison rookie, déjà un peu différent de son année au Real, quoi. Il était, comme tu dis, alors je sais pas si il avait encore le baby fat d'adolescent ou c'était un truc comme ça, ou alors il avait découvert la blague, c'était il a découvert, il est arrivé à Dallas, il a découvert les barbecues du Texas. Oui. Mais non, mais effectivement, la 2019-2020, sa deuxième, donc, il a ce côté où je trouve que l'aspect puissance, alors je sais pas, peut-être que je me trompe, mais il était pas beaucoup plus faible, cet aspect puissance, avec ce corps plus fin. Mais voilà, il y avait encore et toujours ce style très lent, assez puissant, parce que la taille, etc. Mais par contre, ouais, il était léger, donc il avait ce premier pas au démarrage qu'il n'a plus forcément Ouais. aujourd'hui. Mais bon, en même Non. temps, aujourd'hui, il compense d'une autre manière. Donc ça sert. Enfin, c'est pas grave, quoi, au final, je trouve. Mais je me demande à quel point. Tu vois, je sais pas si un jour on verra un peu comme on a eu. Mine de rien, Jokic a fait un peu pareil. Parce que Jokic, c'est pareil, hein, tout le monde se dit, ah ouais, le Slim Jokic à partir de 2020, la nouvelle version de Jokic et tout, qui a toujours été un nounours hyper costaud. Non, allez voir des images de Jokic, alors pré-draft si vous voulez, mais surtout même en début en NBA, hein, 15, 16, 17, c'est un mec qui est hyper fin, hein, enfin relativement fin. Jokic, c'est juste, il y a une période un peu nounours 2018 jusqu'à 2020, quoi. Mais je me demande à quel point est-ce que Doncic peut pas aussi faire ça, un espèce de, il y a un été, il va revenir d'intersaison et il va commencer la saison, il va être dans une condition physique absolument phénoménale, il va nous faire un jump encore plus d'efficacité et une saison de méga MVP. Mais ce qui est un peu flippant, c'est il l'a pas fait encore. Il a jamais encore débarqué en NBA avec une forme physique incroyable pour nous faire la saison de Dieu, mais de demi-dieu, pardon. Mais le truc, c'est que même sans ça, il est déjà à un niveau qu'on peut considérer MVP en fait. Donc c'est aussi, c'est aussi toute la magie de Doncic. Tu vois, on a parlé des drives, on n'a même pas eu besoin de préciser que à part le scoring, il y a aussi le fait qu'en fin de drive, il a un passing avec une amplitude géniale, quoi. Donc même quand il arrive au panier, qu'il y a 3 mecs autour de lui, il peut aussi faire la passe en cassant le poignet, en mettant la balle dans tous les angles. Enfin, c'est n'importe quoi. Je sais pas à quel point les fans des Mavs, tu peux me dire, mais par rapport à ce côté conditions physiques, sont énervés ou juste, non, de toute façon ça marche, c'est pas grave, quoi. C'est quand même assez partagé, mais ça revient quand même et très très souvent, notamment en début de saison. L'argument du Slim Jokic, pardon, revient assez souvent en disant Jokic est arrivé, donc là c'est le fait que tu en as parlé, ça me fait penser. Et puis là où aussi je l'ai beaucoup vu, je sais pas à quel point c'est le cas pour les autres superstars, mais en tout cas j'ai vraiment vu qu'il y avait une grande partie de la fanbase qui était content que la Slovénie ne se qualifie pas pour les JO. Parce qu'ils veulent vraiment que, en gros, Luka repose son corps, qu'il prenne peut-être du temps pour justement améliorer sa ligne, etc. Mais il y avait vraiment une volonté de la part des fans, évidemment non slovènes, que Luka ne participe pas aux Jeux Olympiques qu'il s'occupe de sa ligne. Mais c'est vraiment un sujet qui revient souvent, ou tu sais, pendant l'été, tu vas avoir un paparazzi ou quelqu'un qui va voler une photo, et bon, sur la photo, il y a un angle qui fait que tu vois un peu un bidon, ou je sais pas quoi, hop, ça va débattre, attention, voilà, il va revenir, il va se blesser en octobre. Oui, c'est clairement un sujet qui revient souvent, et ça frustre pas mal de personnes, et t'en as d'autres qui sont, comment dire, plutôt optimistes en disant, attendez, il a que 24 ans, vous allez voir quand il va arriver à 27, enfin voilà. Il y a, en tout cas, clairement, c'est un sujet. Je vais pas mentir. C'est vrai que des joueurs comme Kyrie, où on sait qu'il est très strict niveau sur son régime, etc. T'as pas trop à t'en faire là-dessus. Sur Luka, c'est un peu la question de allez, cet été, ça va être Luka Doncic. On va le voir à la chicha, on va le voir. Ça les profite des kebabs pendant 2 semaines, et puis après remets-toi. Voilà, on sait que c'est vrai, ça sera toujours un sujet. Et puis, je pense qu'à la fin de sa carrière, il va nous faire, il se fera plaisir, ça c'est sûr. Quand on voit son papa, tu vois, on voit que je pense à la fin, quand ça sera fini, il va se faire plaisir, notre ami Lucas.
Non, mais il y a aussi un peu un côté très simple de, comme tu dis, où, enfin, il a jamais d'intersaison complètement repos, quoi, Ouais. parce qu'avec les sélections nationales européennes, il y a toujours des compétitions en été ou en septembre, donc il y a peut-être aussi ça, quoi. Au niveau de la condition physique, j'en sais rien, on dit n'importe quoi, mais après, voilà, comme dit, ce qui est important aussi à noter par rapport à ça, c'est que déjà, même sans un côté Slim Jokic ou Slim Doncic, en fait, on a déjà un joueur qui est fabuleux, et surtout, enfin, je veux dire, il compense parce qu'il a une puissance qui est incroyable. Et en fait, la question de la durabilité, pour moi, est importante. Parce que tu vois, je pense que là où je peux un peu plus entendre certaines critiques de conditions physiques sur des mecs qui, justement, bah, ça affecte directement leur temps de jeu ou leur nombre de matchs joués, bah lui, non, c'est pas le cas. Lui, il a une durabilité qui est assez extraordinaire là-dessus. Donc, là, c'est pas trop un problème de ce point de vue-là, même pas du tout à mon sens, quoi. Il est toujours à plus de 60 matchs ou 70 joués, sachant que sur les 60, tu vois, bon, bah, 2021, il est à 66, mais en même temps, parce que la saison était plus courte. Oui. Ou Le, 2020, pareil, ou voilà, quoi. le seul point peut-être où je pense que ça a amélioré, c'est en termes de minutes par match maximum qu'il peut jouer. Tu vois, quand on rentre dans des matchs giga importants, tu vois, des fois pour certaines giga superstars, je pense notamment, tu vois, à LeBron, hein. En gros, tu te poses même pas la question, tu sais que le mec va faire 48 minutes ou 46. Autant sur Kyrie, je pourrais me dire ça. Sur Luka, je sais que ça peut, et probablement ça va être contre-productif de le faire jouer autant, parce que malheureusement, et tu le vois la couleur de son visage, que ça, il lui faut encore quelques pauses, et il est pas, à mon sens, pas capable de faire alors évidemment, on va pas demander ça en saison régulière, hein, mais en playoff, de faire des matchs quasi entiers. Je pense que c'est un aspect, le cardio, sur lequel il peut s'améliorer en prenant un peu plus soin de sa ligne et de ses habitudes. Mais sinon, globalement, je suis d'accord au niveau de la santé, durabilité. On voit qu'on a déjà un joueur exceptionnel. Je te rejoins là. Ouais. Non, mais je voulais un peu te questionner et prendre le pouls, parce que je sais que c'est un sujet dans la fanbase, mais pour moi, la conclusion, c'est que, bah, en fait, c'est pas un sujet de facto dans les résultats. Mm. Et tu vois, il y a un peu aussi ce truc parfois avec, alors Wembanyama, je sais pas, mais ou d'autres joueurs, j'ai pas trop en tête, mais tu vois, Wembanyama, on dit, ou d'autres, hein, ou des ailiers très fins, très longs, on dit, ouais, il faut prendre de la masse, mais pas trop, parce que si tu prends trop de masse, peut-être que tu vas perdre aussi un côté fluidité qui faisait ta force, quoi. Et Doncic, je me dis aussi, en même temps, enfin, il a une puissance qui est absolument imparable. Bon, bah, c'est bien aussi ce style de jeu, quoi. Donc tant que ça marche, et que tant qu'il fait 70 matchs par an, avec là cette année il était à 37 minutes et demie par match, enfin bon, il y a rien à dire, quoi. Juste deux trois chiffres, je sais pas si t'en as d'autres, ou sinon moi je peux enchaîner deux trois chiffres sur Luka Doncic, après on passera à autre chose, on peut clôturer le sujet, mais j'avais aussi noté donc meilleur driver de NBA en termes d'efficacité, en termes de volume troisième, le pourcentage de paniers assistés, à peine 22% de ces paniers étaient assistés, c'est le plus petit total de NBA, hein, assez clairement. Isolation par match, 7,3 par match, en tout cas 7,3 possessions terminées en isolation. Premier de NBA là encore, avec il n'y a pas que le volume, il y a aussi l'efficacité, hein, 1,09 points par possession. Le chiffre, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, mais sachez que c'est très très bon. C'est au niveau de, par exemple, un Tatum il a 1,04. Doncic c'est 1,09, SGA 1,11, Anthony Edwards 0,93. Voilà, on est, je crois que c'est autour du 85e centile, donc on est mieux que 85% des joueurs NBA isolation. Et puis pick and roll, pareil, plus de 10 par match en termes de nombre de pick and roll, enfin de possessions terminées sur pick and roll en tant que scoreur, en tant que porteur de balle sur pick and roll. 5e plus gros total en volume, et puis 93e centile en termes d'efficacité, donc mieux que 93% des joueurs NBA. Voilà, il y a aussi ce double aspect pour moi qui est que, oui, on a un profil assez rigide, mine de rien. T'en as parlé, hein, côté jeu sans ballon, catch and shoot, on n'a pas trop. Donc c'est un profil pas si malléable que ça, contrairement à Irving, hein, qui est l'exact opposé. Mais en même temps, et c'est toujours ce que aussi j'ai répété moi dans le prime de Harden, ok, c'est un mec qui est assez rigide dans son style de jeu, mais en même temps ça marche quand même tellement bien pour l'instant dans ce style-là que je peux comprendre, hein, certaines critiques de oui, il faudrait qu'il bouge un peu plus, etc. Mais en même temps, déjà en l'état, même avec ce compromis, bah, ça marche quand même. Donc c'est quand même assez génial. Et pour moi, on a affaire à quelqu'un qui, selon la bonne année, donc en termes de narratif, en termes de est-ce que Dallas est top 3 de sa conférence ou quoi, selon l'année, il peut avoir un trophée ou deux déjà de MVP, il pourra en avoir. Donc voilà, pour moi, on est déjà sur ce niveau top 5 NBA assez nettement, quoi. Donc voilà pour Luka Doncic. À moins que tu aies le choix à rajouter, tu me dis si tu m'interromps. Ouais, j'avais juste un dernier truc.
Au-delà, bon, ça, vous savez tous que c'est le meilleur, ça a été le meilleur marqueur de la saison, et c'est vrai que on oublie, hein, mais quasiment 34 points de moyenne, je trouve que c'est totalement fou. Mais on reviendra après sur Kyrie, évidemment, qui a ce côté très propre dans ses pourcentages, etc. Là où Luka, on trouve souvent qu'il y a du déchet, mais j'avoue que j'ai été surpris quand j'ai vu que sur la saison, au final, Kyrie et Luka, ils ont tous les deux le même effective field goal percentage, 57,3. Et La du même coup, adresse, hein, grosso modo. Sur les tirs pris, la même adresse, ouais. c'est ça. Et j'avoue que, enfin, en tout cas, si tu m'avais posé la question avant, j'aurais clairement dit que au feeling que Kyrie était supérieur. Mais donc voilà, pour dire que, enfin, pour terminer sur Luka, même si évidemment il y a encore pas mal de déchets, on est vraiment en termes d'efficacité sur quelque chose qui est anormal et exceptionnel. Oui, et puis, tu vois, le nombre de turnovers, aussi 4 turnovers par match, c'est beaucoup. En même temps, il faut aussi prendre en compte que dans ce genre de système, comme on dit, un peu héliocentrique, mais en fait, le 4 turnovers par match individuel de Doncic, c'est quasiment celui de l'équipe aussi, hein. J'exagère un peu. Mais il faut pas comparer un joueur par rapport à l'autre, parce que bah, comme il a tellement de responsabilités, bah, ça veut dire qu'il a aussi beaucoup de ballons, donc il fait aussi beaucoup de déchets, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a aussi tellement beaucoup de ballons que les autres, ils ont moins la balle et les autres font moins de turnovers. Donc Ouais. il faut aussi évaluer ça à l'échelle collective. Je peux aller vérifier en 2 clics, mais je pense pas que Dallas collectivement fasse plus de turnovers que beaucoup d'équipes NBA. Donc bref, il y a un peu cet aspect-là aussi. Mais ok pour Luka Doncic. Je peux caler ma première stat du jour, moi, si tu veux bien, sur ces Mavericks, Mavericks 2024. Moi, c'était 2. 2 parce que il y a un peu 2 saisons en une, peut-être on en reparlera avec toi aussi sur une autre de tes stats ou quoi, mais 2 saisons en une avec la trade deadline, je pense que on peut en parler, et surtout 2 aussi, pourquoi comme chiffre, parce qu'on a un peu fait x2 au niveau du net rating, en fait, entre avant et après. Donc on sait, hein, il y a eu des trades au niveau de février, la trade deadline, et donc notamment entre le début de saison et le 15 février, on était à un net rating, donc un différentiel attaque-défense, hein, juste, voilà, c'est juste le but du basket, un différentiel attaque-défense, Oui. plus de points par 100 possessions. Voilà, donc c'est pas mal, mais c'est relativement banal par rapport aux bonnes équipes. Donc ça, c'est jusqu'au 15 février. Et après le 15 février, on est quasiment à plus 4 de net rating. Donc là, c'est déjà pas mal du tout. En termes sur l'échelle des net ratings, hein, on monte en gamme assez nettement. Et bon, il y a des nuances à mettre, hein. Évidemment, l'échantillon est plus petit sur la deuxième partie de saison, etc., etc. Même, voilà, il vaut mieux prendre des échantillons plus grands et sur une saison globale. Mais c'est non pas pour le prendre au premier degré, mais pour un peu dessiner les tendances. Et on a vu tout de même que ça marchait mieux. Ça marchait quand même bien mieux après les trades qui ont été faits. Il y a eu des signatures à free agency avec Grant Williams, etc. Bon, on a tourné la page, on a fait autre chose. Et ça a mieux marché sur la deuxième partie d'année. Et tu vois, par exemple, c'est un peu pareil que les Lakers l'an dernier, qui font finale de conférence un peu surprise, entre guillemets surprise. Mais tu regardes, pareil, leur net rating sur la deuxième partie d'année, ils étaient à plus 5 de net rating. Ce qui est un score de finaliste de conférence, en fait. C'est un score assez classique pour cette zone-là des playoffs, je veux dire, plus 5 en termes de barre symbolique. Et donc voilà, Dallas, j'ai 2 saisons en une, je voulais aussi placer ça en termes de stats collectifs pour ouvrir, parce qu'il y a un peu ça. Après, je sais pas ce que t'en penses, je te pose la question, mais je trouve qu'en un sens, il y a eu un peu du mieux dans le jeu, mais on n'a pas eu non plus un renversement total, justement, comme un peu le Lakers l'an dernier ou quoi. C'est juste que ça a été mieux sur un peu tous les domaines du jeu, mais on n'a pas eu de renversement ah tiens, on passe de très mauvaise attaque à très bonne. Non, c'est juste que peut-être la synergie était mieux, tout a été un peu mieux, plutôt qu'un vrai bouleversement total. Bah, Ou pas, ou tu peux être en désaccord d'ailleurs. alors je suis sûr d'accord en tout cas sur le côté attaque. Sur le côté défense, je serais peut-être un peu moins en accord parce que je trouve vraiment qu'il y a un gros changement dans est-ce qu'on peut dire rendement défensif de l'équipe. Donc je sais pas à quel point les stats pourraient confirmer ça, mais après l'arrivée de Gafford et de P.J. Washington, globalement, je trouve que on s'est plus ou moins métamorphosé défensivement. On savait que c'était le problème de cette équipe, parce que quand t'as un Luka Doncic et un Kyrie Irving, dans des mauvais jours, tu vas avoir une bonne attaque, et dans des bons jours, voire un très bon jour, tu as une attaque élite. Donc ça, c'était pas trop le souci. Ce qu'on cherchait, c'était de la consistance en défense, et aussi au rebond offensif, ce qui est une de mes stats que moi j'ai choisi. Et cette trade deadline, tu as raison, c'est vraiment deux saisons en l'une, et on le voit au niveau
des bilans. Évidemment que si on dit que Dallas est une équipe surprise en finale de NBA, c'est parce que l'équipe qui a commencé la saison, jamais de la vie elle va en finale NBA. Ça, on est tous conscients là-dessus. Mais on a vraiment réussi à faire une trade deadline qui répondait aux besoins de l'équipe, avec un invité surprise qui est pour moi Derek Lively, qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau-là sur la saison, même si lui il est là depuis le début de la saison. Et à cette trade deadline, voilà, on a comblé les zones, les points faibles de l'équipe, qui nous ont apporté cette équipe qui autour de deux superstars qui, comme je l'ai déjà dit, apportent en attaque de manière constante. On a une consistance derrière qui nous a permis de remporter pas beaucoup de matchs sur la défense, pour les matchs où des fois Luka ou Kyrie passaient un peu à côté, ce qui avant ne pouvait pas être le cas, à moins d'un exploit individuel d'un des deux. Donc je confirme totalement cette impression, cette saison en deux parties. Et puis bon, du coup, si tu t'en parlais sur le net rating, ça se voit aussi dans les stats, et c'est pas du tout une surprise. Alors, effectivement, j'aurais peut-être dû repréciser, mais je comprends ce que tu veux dire comme au niveau de la défense. Après, tu vois, au niveau des stats, par exemple, ils étaient 17e défense avant, et ils sont 15e défense après, en termes de deuxième partie de saison. Par contre, là où je te rejoins, c'est sur le potentiel défensif. Et on a vu que ça apportait beaucoup plus de flexibilité, de possibilité d'avoir un Gafford, d'avoir un PJ Washington, plutôt que ce qu'on avait avant, où je pense que oui, l'équipe d'avant, le potentiel en playoff aurait été limité, alors qu'on a vu qu'en playoff, c'est une de mes stats, on en parlera après, mais la défense a pu se déployer beaucoup plus, donc on a vachement gagné en potentiel défensif en réalité. Oui. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi une donnée où, comme dit, pour moi, c'est pas genre tu rajoutes un truc qui change la phase de l'équipe complètement, c'est juste que bah oui, t'es quand même meilleur, ça c'est clair, mais il y a aussi un aspect sur le run de playoff qui est que t'as un style de jeu qui se transpose extrêmement bien en playoff, notamment avec Luka Doncic, et ce côté porteur de balle d'élite, et ce côté pouvoir cibler, comme en playoff on aime bien le faire, tel ou tel mauvais défenseur pour insister à gros volume. Voilà, pour moi c'est un peu ça aussi le secret de la réussite de Dallas en playoff, et pour ça qu'ils font assez régulièrement des runs de playoff surprise, c'est qu'en fait il y a ce côté style de jeu qui se transpose très bien, même si paradoxalement beaucoup de monde pense que non, sur ce côté James Harden, isolation, pick and roll ou quoi, à l'époque on disait, en fait non, ce côté cibler le mauvais match-up, c'est précisément ce qui marche en playoff. Donc ça c'est à mon avis un peu le secret, c'est que la défense a été augmentée, a été améliorée grâce au trade, comme tu dis, et puis donc ce style de jeu offensif qui se transpose magnifiquement. Mais non, mais c'est un peu rigolo, je vais terminer par ça, parce que si tu prends le net rating global de la saison, plus 2,6, c'est presque un des pires de l'ère Luka Doncic, paradoxalement, alors que vous allez en finale. Mais tu prends, à partir du moment où il a été bon, donc je mets un peu de côté la saison rookie. Mais tu vois, en 2020, l'année où on parlait, il était sophomore, 2020, il y a quasiment plus 4,6 de net rating à l'époque. 6e meilleur de NBA. C'est juste qu'il tombe sur les Clippers qui sont une des rares équipes qui est meilleure, hein, même si je sais que sur Internet, on n'a pas trop le droit de dire que les Clippers 2020 était une bonne équipe, mais voilà, un score de net rating qui était élevé. 2021 plus 2,4, donc ça c'était un peu une année sans en effet. 2022, quand vous allez en finale de conférence, vous êtes aussi quasiment à plus 4 sur l'entièreté de la saison de net rating, donc c'est là encore un score extrêmement solide. Bon, 2023 on s'en fiche, quasiment zéro de différentiel, et puis 2024 plus 2,6, mais voilà, pour moi il y a un peu ce côté où Dallas sera jamais vraiment une grosse écurie de saison régulière, c'est pas trop le style, c'est pas à mon sens, hein, peut-être que je me trompe, mais par contre il y a toujours ce côté où, en fait quand t'as un tel effectif qui a été hyper bien construit et modelé, on y reviendra peut-être, et en plus un joueur dont le style se transpose parfaitement en playoff, pour moi c'est un peu ça la physionomie des saisons de Dallas, c'est pas des saisons régulières écrasantes, mais une capacité à faire des gros runs et faire des surprises en fait. Ouais, totalement. Je te rejoins là-dessus. Ça fait un peu un côté Miami. Il nous faut un peu plus de saisons pour le confirmer peut-être, parce qu'eux l'ont déjà confirmé sur de nombreuses saisons. Mais il y a, comme tu dis, il y a ce côté vraiment avoir confiance du coup en notre joueur maintenant, en nos deux joueurs qui sont vraiment des personnalités qui savent se mettre en avant, faire valoir tous leurs avantages en playoff, et on l'a montré sur ce run-là.
Bah vas-y, je peux te lancer. Alors, quelle est ta deuxième stat du jour à nous présenter pour ces Dallas Mavericks 2024? Par rapport, donc tu parlais tout à fait de arriver en playoff et savoir aller sur du plus simple, mais ce qui fonctionne. Ouais. Moi, j'ai noté quelque chose. Donc, par rapport au système héliocentrique où vraiment on est sur de Luka qui va créer le jeu, j'ai noté deux évolutions que j'ai trouvées très intéressantes. Donc, c'est P.J. Washington et Derrick Jones Jr. et c'est par rapport à leur tir à 3 points dans le corner. Ouais. Donc à angle 0. En saison régulière, donc PJ on l'a récupéré pour sa défense et honnêtement je l'attendais pas pour ses 3 points et la saison régulière me l'a confirmé. Il tournait notamment un affreux 23% de réussite à angle 0 et il prenait 40% de ses tirs à 3 points à angle 0. En playoff, il est passé de plus de la moitié de ses tirs pris à angle 0 pour une réussite de 40%. Et pour Derrick Jones Jr., c'était un peu moins de 60% pour 34% de réussite. Et en playoff, on est monté à plus de 60 pour 45% de réussite à 3 points. Pour moi, ces deux joueurs-là, donc ils ont un gros défensif qui est très très important. On les assigne toujours sur les meilleurs joueurs adverses en général. Et par contre, en attaque, on leur demande effectivement de savoir planter à 3 points en faisant confiance à leur meneur qui va leur les mettre dans des positions préférentielles. Tout à l'heure, on parlait de quand il drive au panier puis il arrive à tourner le poignet à 180 pour trouver son joueur débarqué. On est voilà dans ce genre dans cet exemple-là. Et pour moi, ça explique aussi voilà la réussite de nos playoffs, c'est qu'on a su capitaliser sur nos forces avec peut-être même un peu de réussite. Est-ce que Derrick Jones Jr. est vraiment un joueur à 45% à 3 points? Je sais pas, mais en tout cas, voilà, ces joueurs-là ont fait leur taf. Ils ont fait exactement ce pourquoi on les a engagés. Pourquoi est-ce que Derrick Jones, on allait le chercher à un contrat minimum et pourquoi est-ce que PJ, on a tradé pour aller le récupérer. Et s'en suivent, voilà, d'excellents pourcentages à 3 points. Et voilà, ça me permet de faire une dédicace à P.J. Washington et sa série face au Thunder où il a joué comme un franchise player. Mais voilà, pour moi, cette augmentation, elle est liée au fait que arrivé en playoff, on passe d'un Luka Doncic qui est pas toujours concerné par les matchs de saison régulière à un joueur qui est quand même plus concentré et à un système qui est, je pense, plus durement appliqué par l'ensemble de l'équipe. Évidemment, des rotations qui sont moins grandes, donc les joueurs ont aussi plus de responsabilité de minutes. Mais voilà, je voulais mettre ça en avant parce que pour moi c'est une des clés de ce beau run de playoff et du fait qu'on n'a jamais été inquiété. Aucune équipe nous a emmené en 7 matchs. C'est aussi par le biais de nos role players qui ont su élever leur niveau, notamment quand des fois Luka était un peu blessé, un peu diminué. Bah, c'est vrai que là-dessus, c'était un peu un de mes doutes de tout le début de saison. Nous, on faisait une hebdo tous les lundis matins, on parlait des matchs de la semaine passée, et régulièrement on dit, ah bah tiens, tu vois, ce match-là, je me souviens d'un match contre les Pelicans notamment, qui ont des schémas défensifs extrêmement agressifs. C'était un match de play-in, tu sais, où ils se font tarter Dallas en tout début d'année. Et en fait, à chaque fois, la défense des Pelicans c'est agressif. Pourquoi? Parce qu'il y a une valve de décompression, et on sait qu'on peut laisser Derrick Jones ouvert, en fait. Et donc ça permet de surcharger le terrain autour de Doncic. Et Jones pouvait pas punir. Et cet exemple, on l'a vu plein de fois cette année. Et en effet, on a vu qu'en playoff, alors ça n'a pas été tout le temps. On n'a pas eu non plus 50% de réussite en playoff. Ça n'a pas été tout le temps, mais on a eu des pointes ou des matchs où ça rentrait quoi. Et pas sur. Il a jamais fait un 8 sur 8, hein, mais clairement, là-dessus, il a été meilleur qu'attendu, je trouve. Et bon. En un sens, c'est un peu dommage. Et on peut dire, bon, en finale, il a quasiment rien mis. Et en finale, tous les shooters de Dallas ont rien mis. Bon, c'est un manque de chance et tout. C'est une anomalie. Oui, et de l'autre côté, à quel point il n'y avait pas aussi un peu une anomalie, ou en tout cas une surchauffe de l'autre côté sur le début des playoffs, notamment au KC Clippers. Voilà, c'était un peu. C'est tombé un peu des deux côtés, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le côté. Oui. Les tours d'avant, c'était bien. Un peu plus au-dessus de la moyenne. Et puis la finale, malheureusement, il n'y a rien qui est rentré. Mais Jones, ouais, c'est une grosse satisfaction par rapport à ça parce que, en effet, pour moi, on est à un catch and shoot viable, prêt d'avoir un titulaire NBA à gros temps de jeu, quoi. De par la défense, de par le mouvement, etc. Et par rapport à Washington, je sais pas comment toi t'avais vu la signature de Grant Williams à la base, et comment est-ce qu'on peut juger un peu cet échec de Grant Williams? Alors globalement, la fanbase était quasiment unanime. J'ai pas vu un seul
un seul mauvais retour au moment de sa signature. Et tu sais, chaque fanbase durant la saison ou durant l'intersaison dit bon, ben, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut qu'on aille chercher, etc. Et je pense honnêtement que c'était le nom qui revenait le plus souvent quand les fans des Mavs disaient bon, qui c'est qu'on va aller chercher, parce qu'on manquait en tout cas sur le papier, de ce profil-là. Expliquer l'échec, J'avoue que j'ai du mal. J'arrive pas trop à comprendre comment est-ce qu'on a pu passer d'être si content durant la signature et surtout les premiers matchs, ils ont été excellents, mais malheureusement ça a duré que même pas 10 matchs à cet échec-là. Et de ce que j'ai pu comprendre, de ce qui ressortait un petit peu des échanges dans les vestiaires, à l'entraînement, etc., ça m'étonnerait pas que voilà, il y ait pu avoir peut-être une mésentente, le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas quelque chose qui fait que l'intégration s'est pas passée pour le mieux au sein Ouais. de l'effectif et que ça pourrait expliquer aussi pourquoi est-ce qu'on a cherché à s'en débarrasser aussi vite, parce que vraiment au moment où on signe, tout le monde est vraiment ravi de cette signature. Donc donc voilà, moi j'ai été content voilà quand on s'en est débarrassé, qu'on allait chercher P.D. Washington, mais clairement si tu m'avais dit ça au début de saison, je t'aurais dit c'est pas possible quoi. C'est pas possible que ça se passe parce que c'est vraiment un profil qui convient à notre équipe. On manque de joueurs comme ça. Donc non, moi j'ai vraiment du mal à expliquer cet échec. Et voilà, un joueur comme Washington que je connaissais assez peu au final s'intègre et bien mieux intégré en tout cas à l'effectif que ce que a pu le faire Grant Williams, que ce soit en termes de jeu ou en termes de humain, si je puis dire, en tout cas de l'œil extérieur qu'on peut avoir en tant que fan NBA. Oui, parce qu'on a quand même compris que assez nettement il y avait un problème de vestiaire en fait. Hein. C'était pas que basket hein, pour pour Grant Williams. Le mariage hors terrain surtout c'est pas bien fait avec toutes les anecdotes ou histoires qui sont sorties depuis ou les déclarations ou ouais il a dit un mot de travers à Luka Doncic et à l'entraînement et ensuite Doncic lui a mis 30 points d'affilée dans la tête. Oui ben merci, c'est un role player qui joue face à un des meilleurs joueurs du monde quoi. Mais le fait que Ouais, plein d'histoires comme ça sortent alors que c'est censé être un truc des non-informations, des trucs anodins. ouais, Bon, on a bien senti que ça a pas matché. Pour quelle que soit la raison, fautif, pas fautif, qui est en tort, on sait pas, mais en tout cas ça marchait pas. Mais ce qui est marrant, c'est que Grant Williams et Washington, et puis Washington, c'est un peu je dirais pas des clones non plus, je dirais pas jusque-là, mais c'est un peu des jumeaux quand même en termes de ressemblance de profil, mine de rien, avec des nuances tout de même, hein, qu'on a vu sur les playoffs notamment. Mais voilà, ils ont quand même deux profils qui se ressemblent, deux poste 4 très mobiles, qui est pas mal en passing, notamment sur le passing en mouvement, qui ont un peu de shoot, même si c'est là que commence peut-être la différence, c'est que tu vois, pour le coup, Grant Williams, pour moi, est un bien meilleur shooter que Washington. oui, Et il l'a prouvé. Il a fait plusieurs années à 40% de réussite en carrière. Il part, mais il fait une saison, il était à 37%, 37-38, je crois, cette année. Et même pareil à Charlotte, il finit l'année. Donc voilà, pour moi, c'est un meilleur shooter. Mais par contre, là où le fit et la greffe a été bien mieux avec Washington, en dehors des problèmes vestiaires, comme tu dis, c'est que l'avantage, c'est que pour moi, PJ Washington a apporté un punch et un tranchant que n'avait pas Grant Williams, qui justement est un peu meilleur shooter, mais il n'a pas du tout ce côté, tu vois, attaquer un close-out un peu agressif. Grant Williams, il n'a pas ça. Et je trouve que Washington, il a un peu ça, donc un peu moins bon shooter, mais un peu plus agressivité, un peu plus tranchant, un peu plus punch dans le jeu, quoi. Donc ça, c'était un bon côté. Et puis surtout, la défense aussi, où on a vu que Grant Williams est un bon défenseur, intelligent, etc. Mais il n'a pas non plus autant de mobilité, il peut pas être mis autant sur des petits genre SGA et tout, mais pourquoi c'est pas tant la mobilité en soi, peut-être c'est aussi l'envergure de bras, où là il y a une différence assez énorme, où Grant Williams il a pas un bonus d'envergure de bras, là où Washington, oui, Washington il a des bras de 7-3, 7-4 je crois, c'est un truc assez dingue. Bref, en fait dans le jeu on a remplacé un peu une version qui était plus shooter et un peu plus passeur, fluidificateur de jeu par un mec qui a un peu le même profil, mais un peu plus un peu plus puncher, un peu plus défensivement assez agressif aussi. Et tu vois, on parlait de ça, mais je pense que ça a totalement déverrouillé le potentiel défensif de cette équipe, clairement sur les playoffs, parce que j'imagine assez mal Grant Williams pouvoir exécuter aussi bien le genre de schéma qu'on a pu déployer avec Washington, et j'imagine assez mal, ne serait-ce que voir un Grant Williams être mis sur un SGA en match-up direct parfois, ou sur des switches contre KC ou autre, quoi. ouais, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et il y a quelque chose moi que je trouve, enfin, Grant Williams, je sais pas, peut-être tu partages pas ça, mais et,
Pour moi, c'est le joueur NBA que je vois. C'est difficile à formuler comme phrase. Euh, En tout cas, j'ai clairement pas l'impression que ce mec fait moins de 2 mètres. Tu vois, pour moi, c'était un mec qui était grand. Ouais. Et en fait, au final, genre, P.J. Washington est plus grand que Grant Williams. Pour moi, enfin, clairement, je pensais pas que c'est le cas. Eux, ils ont le même âge, etc. En fait, voilà, je te rejoins sur le côté de certains. Il y a vraiment beaucoup de choses où ils sont les mêmes. Il y a un aspect, par contre, pour moi, qui change beaucoup. Et d'habitude, bon, je suis pas trop fan de ce genre de comment dire, de caractéristiques, parce que c'est pas chiffrable quoi, mais il y en a un qui vient de Boston, qui a déjà beaucoup gagné, qui s'est fait trader, l'autre qui vient d'un environnement où il a fait que perdre, il a jamais été dans une équipe qui gagnait, et petite cerise sur le gâteau, mais pour avoir suivi au final ça de presse, c'est vraiment une grosse cerise, le mec qui revient de d'où il vient, P.J. Washington. Ouais. C'est un mec qui a été voilà, il revient un peu à la maison, et on voit il était vraiment très 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 heureux en tout cas d'être là, et des fois il en faisait même un peu trop, mais moi ça m'a jamais gêné, tu sais, le fameux truc où il croise les bras là Ouais. face aux Clippers ou quoi. On n'a jamais vu trop Grant Williams comme ça, et P.J. Washington il donne clairement l'impression, et comme Daniel Gafford, et je trouve que ça fait un peu symptôme de mec qui vient d'un environnement perdant pour arriver dans un environnement d'équipe qui gagne. Les deux mecs, voilà, se sont en tout cas pour moi vraiment donné à 100% à 100% pour l'équipe, et je pense que ça a donné ses bons résultats, notamment défensifs, pour notre équipe, là où du coup avec Grant Williams, je pense que rapidement il avait plus forcément envie de se donner à 100% pour cet effectif là. Ouais, et puis qualité différente aussi, hein, mine de rien un peu, mais comme tu dis, Grant Williams, 1,98 listé comme ça sur Basketball Référence. Washington, 2,01 m. Il n'y a pas énorme différence, mais pourquoi, quelle est la différence? C'est que c'est l'envergure de bras. Et que voilà, les mecs qui ont des énormes envergures, tu as toujours l'impression qu'ils jouent plus grand que ce qu'ils ne sont vraiment, en fait. Et parce que c'est un peu le cas, quoi. Et Grant Williams n'avait pas ça. Et bon, voilà. Après, si on fait le bilan de cette saison, ça fait partie du bilan de 2024. C'est un échec, je pense, Grant Williams, de facto, même si, comme dit, moi je trouve que c'était pas si horrible que ça sur le terrain. Il y avait un certain apport, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que je pense pas qu'il aurait pu exécuter autant les schémas et la réussite des playoffs, il aurait pas pu rentrer là-dedans. Mais voilà, moi c'est clairement un mec, depuis 2-3 ans, on l'attendait un peu plus titulaire NBA. Enfin, moi je l'espérais titulaire, prendre un peu son envol et prendre plus de volume et devenir un titulaire NBA. C'était un peu loupé, donc j'espère qu'il y aura peut-être une deuxième, troisième chance après Charlotte ou quoi, mais en tout cas, de facto, froidement, sur le bilan 2024, c'est un peu un échec qui, heureusement, a été sauvé, puisqu'on a échangé l'un contre l'autre, et donc finalement, voilà, même draft à l'époque, en plus, 2019, même poste, même contrat, relativement, je crois. Washington, il est à combien par an, si j'arrive à le trouver? Il est à 15 millions 14. Je vous dis qu'il était à plus, parce que Grant Williams a pris la mid-level exception complète avec nous, il me semble, donc on doit être à 12, donc quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Grant Williams, c'était encore 3 ans à 13 millions, 13, 14, et là, P.J. Washington, il a 15, 14. Ouais. Bon, après, c'est très similaire, mais voilà, en effet. Bon, d'ailleurs, dans le trade, on envoie un liste des échecs, mais bon, on n'en espérait pas grand-chose, mais on envoie le frère Curry dans l'histoire. Oui. Qui ça sent vraiment la fin, là, cette Curry. Là, ouais, autant ouais, ça fait très bien fonctionner avec nous la première fois. Ouais. Là, ça sent la fin. On est d'accord. Eh bien, je peux aller là-dessus aussi, tant qu'à faire, sur ma deuxième stat du jour, si tu veux bien. Moi, c'était 111,2. Justement, 111,2. C'est le defensive rating en playoff. Et pourquoi c'est intéressant? C'est parce que celui de saison régulière était à 115. Presque 116 de defensive rating, donc un plus gros chiffre qui est tombé à peine 111 en playoff, donc 6e meilleure marque de NBA sur ces playoffs. Et voilà, quand on parlait de déverrouiller un peu le potentiel défensif de cette équipe, c'est exactement ce qui s'est passé. Et comment est-ce que ça a été fait? Alors que on a vu qu'en saison régulière, même sur la deuxième partie de saison, on a dit tout à l'heure un 15e meilleur defensive rating, je crois, pas plus, depuis le 15 février jusqu'à la fin de saison, donc pas génial. Et pourtant en playoff ça a marché. Pourquoi? C'est là où il faut parler un peu du coaching staff, c'est les schémas tactiques qui ont été parfaitement exécutés
notamment, hein, qu'est-ce qu'on a fait concrètement. Je vais pas redire les 50 heures de podcast qu'on a fait pendant les playoffs, mais c'est en fait, exécuter des schémas tactiques de boucher l'espace et aller empêcher l'accès au panier. Voilà, grosso modo, c'était un peu ça. C'est ce qu'ils ont fait contre les Clippers, c'est ce qu'ils ont fait contre OKC, où ils n'ont pas respecté les shooters d'OKC, mais parce qu'en même temps, il n'y avait pas non plus de top shooter à OKC, malgré des bonnes efficacités sur la saison régulière. Et puis, c'est ce qu'ils ont fait aussi contre les Wolves, qui manquait de spacing. Et donc, pareil, on a mis en place ces schémas de protéger le panier, non pas avec Rudy Gobert, un protecteur de panier d'élite, mais avec un effort collectif, et en fait avec cette idée de schéma mis en place où la longueur de bras de PJ Washington, justement, sur les lignes de passe, ou alors en descendant depuis l'aile vers la raquette, Derrick Jones Jr., Lively, Gafford, etc., etc. Et en fait des schémas extrêmement agressifs qui voulaient bien concéder des 3 points pour beaucoup plus prioriser l'accès au panier et justement boucher cet accès au panier. Et c'est un peu comme ça que ces schémas et cet effort collectif en fait a servi de protection de panier entre guillemets, parce que comme dit, c'est pas un côté on a un défenseur d'élite, mais l'efficacité au panier concédé par exemple est tombée de 22e en saison régulière à peine 8e de NBA sur les playoffs. Voilà, ce sont ces schémas agressifs, c'est aussi la polyvalence tactique et un peu le jeu des match-ups, tu sais, qu'on a vu notamment sur les finales, mais qui ont été là sur tous les playoffs, on essaye de garder soit Lively, soit Gafford, donc le pivot, on le garde le plus possible loin du ballon et proche du panier, quitte à faire des switch off-ball, quitte à changer les match-ups et jouer avec les match-ups, mais en gros l'idée c'était toujours de garder Lively ou Gafford proche du panier en libéraux défensif pour que justement, c'est le plus grand, il peut apporter l'aide au panier. Et voilà, ce qui fait qu'on a, tu vois, autre chiffre pour finir, mais une défense de demi-terrain qui est tombée de 98 à 93,8, 93 points par 100 possessions pour du demi-terrain. C'est un score d'élite. Hein. Donc vraiment, je pense que l'histoire de ces playoffs, c'est OK, pick and roll, attaque Doncic, un style de jeu qui se transpose, mais c'est aussi et surtout la défense et l'effort défensif. Clairement aligné sur tout ça. Et tu vois, on parlait un petit peu la saison en 2 parties. Ça n'aurait pas été possible tout ça, selon moi, si on n'avait effectivement pas notre duo de pivots qui était tout le temps. Il y en avait toujours au moins un sur le terrain. Enfin d'ailleurs toujours un, parce que ça servait à rien d'avoir les deux en même temps. Ça nous a permis d'avoir tout le temps, à part les moments où on était 5 out avec évidemment Kleber en 5 pour tirer à 3 points, mais sinon ça nous a permis toujours d'avoir cette encre défensive pour avoir une dissuasion, et ça on l'a vraiment senti, notamment en tant que fan de Dallas. On n'est pas habitué depuis des années qu'on suit les Mavericks, c'est aussi bien qu'on soit un fan depuis Luka que de longue date. On a toujours d'habitude été mauvais au poste 5, notamment en rebond et en défense, et là ça a vraiment, on a vu un nombre de contres assez fou par rapport aux saisons dernières, parce qu'on se pouvait se permettre d'avoir ces deux pivots qui jouaient tout le temps, et au final, vu qu'ils se splittaient le temps de jeu en deux, ils jouaient pas tant que ça, les deux. Il faudrait que j'aille checker, mais ils devaient pas jouer plus de 25 minutes par match en moyenne, hein. Ouais, c'est ça, en fait, ils se partageaient chacun 20-23 minutes par match, et t'avais 48 minutes d'un pivot sur le terrain, quoi. Mais c'était vraiment... Et du coup, les mecs étaient, à chaque fois, ils pouvaient se permettre de jouer vraiment à 100%. D'ailleurs, des fois, Daniel Gafford était un peu trop naïf à vouloir forcément aller chercher le contre. Il s'est fait avoir plusieurs fois, et pour moi, ça vient un peu du fait qu'il était des fois un peu trop dans l'énergie, un peu moins dans la réflexion. Mais on va dire que voilà, c'est un défaut qui découle d'une qualité. Mais ça nous a fait énormément de bien défensivement, notamment dans les troisième quart-temps. C'était un peu son moment à Daniel Gafford. Mais c'est sûr que ça a coupé de nombreux momentum, empêché des adversaires de scorer de manière continue en allant chercher des points à haute rémunération. Et ça vient évidemment de schémas qui sont très bien appliqués, parce qu'un joueur comme Derek Lively, on sait qu'il va avoir du mal par sa taille, etc. Quand il est amené au large, les porteurs de balle arrivaient facilement des fois à aller le contourner pour aller au panier. Donc à chaque fois qu'on a réussi à rester sous le cercle, comme tu l'as dit, ça nous permettait d'être vraiment bon défensivement. Donc dans ce point de vue-là, t'as à peu près tout dit. Et je suis vraiment très heureux qu'on puisse avoir ces deux joueurs, et qu'on les ait encore l'an prochain, où il y aura un choix de riche à faire, à savoir qui on met
qui ont mes titulaires entre les deux, mais en tout cas ce schéma de splitter le temps de jeu pour se permettre d'en avoir quasiment toujours un sur le terrain est vraiment très bon défensivement pour nous. Et pour le coup, pour dézoomer et élargir un peu plus globalement, parce que pour moi, c'est une question de tactique et de coaching, donc moi je trouve que on a eu de très bons playoffs de la part de Jason Kidd et son staff, hein, c'est pas toujours que lui, enfin le staff travaille toujours ensemble, je veux dire, mais clairement pour moi on est sur une bien meilleure année que l'an dernier par exemple, où il y a des trucs où je m'arrachais un peu les cheveux. Là le run de playoff, même au niveau des choix offensifs, tout a été très méticuleux. Comment est-ce qu'on place tel ou tel shooter à tel endroit, où est-ce qu'on drive de tel côté, etc. Enfin plein d'aspects comme ça, et globalement voilà, c'est le Kidd, j'arrive pas à savoir si c'est un bon coach ou pas, parce qu'il y a des fois il fait des très bonnes années, des très bons playoffs, et il y a d'autres fois où l'année d'après tu dis ah bah tiens, l'an dernier en 2023 on commence l'année, Jason Kidd et ses petits papiers, on va donner un contrat de 5 millions à Javel McGee, et puis des trucs comme ça, et on le met titulaire, et puis tu dis mais pourquoi quoi. Enfin, j'aimerais bien savoir si t'es un bon coach ou pas, mais non, mais pour te lancer, c'est vrai que là-dessus le coaching de cette année a dû être apprécié aussi un peu plus qu'auparavant par les fans de Dallas, je suppose. Le coaching a été apprécié, clairement. C'est pour ça que il reçoit une prolongation. Ça sort pas de nulle part. Néanmoins, il fait toujours pas l'unanimité. On a aussi beaucoup de personnes, et je vais pas dire que je suis pas à 100% là-dedans. Enfin, je peux partager un peu ce point de vue-là, qui vont dire que, questionner en disant bah après en même temps quand t'as un Luka Doncic dans un effectif, on peut mettre toi ou moi en coach, on arrivera quand même à gagner des matchs. Je grossis évidemment le trait, mais tu vois ce que je veux dire, et parce que normalement sur un très bon coach tu dois retrouver certaines choses qui dure sur les saisons, peu importe l'effectif. Ce que j'ai réussi à retrouver, ce que j'avais un peu chez Rick Carlisle, là où chez Jason Kidd, tu l'as bien dit, hein, ça fluctue en fonction des saisons, et du coup des fois je doute, est-ce que il arrive à nous faire des bons résultats, parce que l'effectif arrive aussi très bien à fonctionner. Quand on prend le run où on va en finale de conférence, où en fait on se base énormément sur la line-up avec 3 porteurs de balle, Dinwiddie, Brunson et Doncic, à partir du moment où on a enlevé Brunson, ça a direct été beaucoup plus compliqué la saison d'après, et j'ai pas vu de vraie réaction de sa part jusqu'au moment où Nico Harrison a dit bon allez, ça suffit pour faire un trade, Dinwiddie merci, au revoir, on récupère Kyrie. Et pendant cette période, les ajustements de Jason Kidd pour moi étaient, et tu l'as dit, je pense que quand tu disais s'arracher les cheveux, c'était un peu là-dessus. Il y avait pas vraiment d'ajustement, on était dans un système très très bête avec juste du Luka, donc ça commence à faire pas mal d'années, mais j'ai quand même besoin d'encore un peu de temps pour te dire si Jason Kidd est un excellent coach, ou à quel point est-ce qu'il profite de l'effectif qu'il a. Nico Harrison est un excellent GM, ça j'en suis sûr. Et puis par contre, ce qui est sûr, c'est que en termes de meneur d'homme, il est très apprécié, ça c'est très bon, et ça aide, je pense, à faire appliquer, comme tu l'as dit, de manière très propre tous les schémas stricts qu'on a mis en place dans les playoffs pour rester dans du très simple, mais dans du très simple qui fonctionne, avec des joueurs qui savent là où ils sont attendus. Donc en tout cas, ça a l'air de fonctionner avec l'effectif qu'on a, avec Luka et maintenant Kyrie. Jason Kidd, ça a l'air de fonctionner là-dessus. Mais voilà, j'ai des gros doutes si tu le prends et que tu le mets dans un autre effectif, sans Luka Doncic, s'il arrive à nous faire je dis pas leur finale NBA évidemment, mais à faire des résultats au-delà des attentes de l'équipe. Ça, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le coaching staff, je monopolise un peu la parole, désolé. On a beaucoup de personnes qui sont quand même bien appréciées au sein de la NBA, beaucoup d'assistants coach, je pense à Sweeney, qui, je pense, ils auront des belles carrières dans la suite. Dans la suite de leur carrière, ils auront des très belles opportunités ailleurs, et ça aide évidemment à la réussite de l'équipe. Ouais. Non, mais alors je serais quand même un peu plus positif que toi alors sur les playoffs, même si je comprends l'idée effectivement bah oui, en même temps t'as Luka Doncic, une partie de succès, mais moi je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de très bons ajustements à chaque fois, au-delà de l'ajustement comment est-ce qu'on attaque, comment est-ce que un peu ce côté très méthodique, très on fait ça pour ça, là-dessus j'étais assez conquis, mais ok.
ceci, on peut donc avancer. Quelle est ta troisième stat du jour à nous présenter pour ces Dallas Mavericks 2024, pardon. J'ai pas osé te couper parce que tu exposais trop bien tes statistiques tout à l'heure, mais du coup je vais la mettre maintenant parce que mais on va pas forcément en parler beaucoup parce que on en a déjà bien parlé. C'était le fait que on est pour illustrer le côté très simple de la NBA moderne, c'est-à-dire à aller chercher des tirs ouverts à 3 points et aller au panier. On est tout simplement la troisième équipe qui a mis qui a le plus de ces points marqués qui sont faits depuis des paniers à 3 points avec 37,2%. La première équipe de très loin, c'est Boston, c'est pas un hasard. Et on est aussi la troisième meilleure équipe au pourcentage dans la restricted area avec plus de 70%. Donc ça aide évidemment avec quand on a Luka Doncic, ça on en parlait tout à l'heure et tu vois, je pensais même pas qu'il était au-delà d'un SGA en termes d'efficacité en comptant les lancers francs. Mais voilà, ça joue très très simple. Luka Doncic qui est très très bon pour prendre les écrans. Encore une fois, quatrième équipe avec le plus de screen assist par match. Et puis soit on trouve un mec ouvert à 3 points parce qu'il a le génie avec sa vista, soit il va au panier pour aller chercher des points, ou alors on peut aller prendre un décalage et avoir le luxe d'avoir un Kyrie Irving qui lui aussi peut aller au panier avec des hauts pourcentages. Et voilà, cette recette magique fait que ça nous permet de gagner un grand nombre de matchs et qui nous donne ce beau bilan que personne n'attendait de 50 victoires pour 32 défaites. Ouais. Non mais c'est un peu alors paradoxalement, c'est un peu le secret de Dallas, c'est que avec Doncic, c'est une équipe qui, en termes d'équipe, je dis pas lui, hein, lui c'est un moteur à drive qui va toujours au panier, mais en termes d'équipe, c'est une équipe qui prend jamais trop de tirs au panier d'un point de vue volume, mais parce qu'en fait c'est lui qui les prend, les tirs, et lui il n'a pas le même volume non plus que d'autres équipes, hein, on peut pas comparer, mais du coup il y a un peu ce truc depuis le début de l'ère Doncic où le volume de tirs au panier est pas, enfin directement sous le panier je veux dire, n'est pas énorme. Par contre il y a toujours une efficacité qui est absolument géniale, parce que c'est soit des drives de Doncic, et donc comme on a dit meilleur de NBA, soit c'est des dunks ou des drives qu'il a libérés pour ses coéquipiers, et donc tu as toujours ce truc assez marrant de le volume est pas immense en termes de directement sous le panier, mais par contre l'efficacité est toujours géniale, plus les 3 points comme tu dis aussi, mais c'est une conséquence normale dans ce jeu-là, on va dire, de pick and roll pour caricaturer, mais le pick and roll, drive and kick out, et puis 3 points quoi. Donc il y a un peu en effet ce profil de tir. Et alors si on en a déjà parlé, mais je peux te lancer, je peux faire la mienne de troisième stat du jour si tu veux, pour continuer prolonger sur l'attaque, et tu pourras nous en parler aussi. Moi j'avais 122, c'était l'offensive rating à la fois quand Luka Doncic et Irving sont sur le terrain, donc 122, et bon, c'est si vous n'avez pas l'échelle des scores en tête, comme tout le monde, comme même moi, en fait c'est un très bon score. 122 d'offensive rating quand les deux sont sur le terrain. Et surtout en fait c'était pour parler des WOWI, donc les with or without you, c'est des stats qui mesurent avec ou sans un tel ou un tel, et donc j'ai fait avec Luka Doncic et Irving, et donc avec les deux 122, ce qui est un score d'élite, avec seulement Luka Doncic 120, donc c'est encore très bon, hein, évidemment. Avec seulement Irving 120, et sans aucun des deux, évidemment, ça chute à peine 100 points par 100 possessions, ce qui est encore très très bas. Mais pourquoi je voulais parler de ça, de ce WOWI, c'est parce que je me souviens que l'an dernier, on avait fait déjà le bilan 2023 des Mavs. On avait déjà cité ce chiffre, donc le chiffre en 2023, c'était déjà 121, quand les deux étaient ensemble sur le terrain. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est parce que toi tu t'en souviens sans doute, mais l'an dernier il y avait un peu des doutes de oui, mais est-ce que vraiment Irving et Doncic c'est compatible ensemble, deux gros porteurs de balles, etc. Et comme dit, en fait tu regardes les chiffres de l'an dernier, on en avait parlé, non, en fait ça fonctionne les deux ensemble, et cette année de nouveau ça fonctionne, et cette année en plus de la saison, les playoffs ça a aussi très très bien fonctionné. Pourquoi ? Parce que Luka Doncic et Irving c'est pas le même type de porteur de balle déjà, et que surtout Irving est un fabuleux shooter, un shooter d'élite qui fait que en fait tu le mets juste à côté de Doncic à une passe près grosso modo, et dès qu'il y a une aide qui vient ça fait un kick out, et ça fait des productions. Je pense qu'on peut un peu mettre de côté les doutes sur est-ce que les deux peuvent fonctionner ensemble en attaque. Oui, je me souviens très bien. Je sais pas si on avait fait ensemble ce podcast, mais par rapport au fait que effectivement, en fait, les chiffres sont déjà élites quand les deux mecs sont ensemble, et qu'il y avait aucun doute
sur le fait qu'ils pouvaient jouer, que les deux pouvaient jouer ensemble. Et je comprends totalement que, aux yeux du grand public, au vu de ce qu'on a, de la saison affreuse qu'on a faite, même si à la fin on a fait exprès de perdre des matchs, les questions me posaient, on entendait le fameux, il y a qu'un ballon au basket, machin, tous ces trucs-là. Mais en fait, c'est pas une surprise et du coup de toi aussi, hein, mais je le disais dans les previews de la saison à venir, offensivement, ces deux joueurs, ça fonctionne. On sait que ça fonctionne. Il faut construire autour. Encore une fois, chapeau à Nico Harrison qui pour moi fait des excellents choix, surtout avec les moyens qu'il a. Mais on a des joueurs qui sont très complémentaires. Moi, ce que j'adore là-dedans, c'est ton troisième chiffre, c'est le fait que quand il n'y a pas Luka mais qu'il y a Kyrie, on est aussi à 120. Autant on s'attend à ce que quand il n'y a pas Kyrie et qu'il y a Luka, ça soit 120 parce que Luka est un des meilleurs joueurs du monde, si c'est le meilleur joueur du monde, etc. Mais on a un effectif qui, en l'absence de Luka, alors évidemment ça doit représenter un nombre de minutes limité, mais assez pour avoir des chiffres qui sont analysables. On arrive à avoir un effectif qui joue et qui joue bien. J'ai pas la stat là. Ce serait très intéressant d'avoir la comparaison, savoir si je vais dire n'importe quoi ou pas, sur le nombre de points en contre-attaque, le nombre de points rapides quand Luka est en dehors du terrain, ou une augmentation du pace quand Luka est en dehors du terrain. Mais en tout cas au feeling, c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti. On développe un autre type de jeu aussi des fois sur les séquences où Luka va sortir et on a Kyrie qui est en meneur. On sait évidemment qu'il est plus capable de galoper que notre Slovène, et ça nous a donné des runs des fois, donc en fin de troisième ou en début de quatrième quart-temps, où on avait un jeu assez différent, enfin même très différent proposé que quand on avait Luka Doncic, parce que Kyrie garde beaucoup moins la balle et va bien plus faire tourner, mais quelque chose qui reste très efficace. Et donc c'est très rassurant en tout cas pour le collectif, parce que tu peux te permettre d'avoir différents types de jeux. Donc c'est-à-dire que pour les défenses c'est plus compliqué à s'adapter, il faut que tu prévois des schémas quand t'as les deux sur le terrain, quand t'as que Kyrie, quand t'as que Luka, et on peut donc avoir aussi des minutes qui restent dans des sphères assez raisonnables, parce que tu peux te permettre de reposer l'un ou l'autre de manière alternative, et tu sais qu'il y a l'autre qui va gérer sur le terrain. Donc oui, tu as très bien fait de dire ces chiffres-là, et puis évidemment le 100 quand les deux sont pas sur le terrain, bon, c'est logique, hein, c'est normal. Ça montre à quel point évidemment une saison peut très vite basculer quand on a des blessures. Et puis content que tu me donnes le chiffre aussi, parce que j'en avais parlé dans un des derniers Audi Maps, on parlait de l'arrivée de Dinwiddie avant qu'il arrive, où je disais que évidemment on est très loin du niveau de ces deux-là, mais que pour des fois des back-to-back face à une équipe relativement faible par exemple, je serais très content d'avoir un Dinwiddie pour mettre au repos un Kyrie ou un Luka. Comme ça tu peux avoir de manière encore une fois dans une autre sphère, hein, mais avoir un porteur de balle qui va pouvoir aider et permettre aux autres de se reposer en saison régulière. Mais non, vraiment ces deux joueurs fonctionnent très bien ensemble. On a eu la confirmation, et tu l'as dit, hein, Kyrie est un formidable shooter, c'est un formidable aussi joueur sans ballon. Il est là où Luka d'un côté il a pas trop pu montrer, et de l'autre je sais même pas trop s'il est si bon que ça, mais c'est vrai qu'il montre pas trop son jeu quand il a pas la balle en main. Mais en tout cas Kyrie de ce point de vue-là est très très complémentaire et fait beaucoup de bien à l'effectif et beaucoup de mal aux défenses pour s'ajuster. Comme tu l'as dit, quand t'as un Kyrie à une passe sur le côté, tu dois t'ajuster différemment que quand c'est un Derrick Jones Jr. Ou quoi. Et d'ailleurs, du coup, très hâte de voir ce que ça donnera avec un Kyrie à gauche et un Klay Thompson à droite. Oui, c'est vrai qu'il y a ça en plus maintenant. Ça va faire du bien, parce que on n'a pas trop parlé, mais peut-être qu'en playoff parfois Dallas a un peu manqué de spacing au plus haut niveau, mais bon, on verra ça pour l'an prochain. Mais en effet, je pense que la clé, tu l'as dit, c'est que Irving, il a une polyvalence que n'a pas Doncic. Et oui, je peux comprendre l'idée générale des fans qui disent deux porteurs de balle, ça peut pas marcher. Mais en fait, non, le secret, c'est que Irving, c'est un des porteurs de balle les plus polyvalents qu'on ait en NBA, et un profil extrêmement presque atypique en fait, hein, par rapport aux porteurs de balle classiques qui ont besoin de la balle, on passe beaucoup de temps avec la balle, font leur pick and roll, etc.
En fait, comparé à ça, à ces standards-là, Irving, il est extrêmement polyvalent avec et sans ballon. Et c'est un peu le secret. Et c'est pas pour rien si, vu que de toute façon, Doncic, c'est un peu le LeBron 2.0, hein, voilà, Irving, ça a aussi marché avec LeBron. Et pourquoi? Parce qu'il y a ça. Il y a ce shoot, il y a ce jeu sans ballon aussi qui peut marcher. Ça a marché, on a vu, ça a marché aussi avec Harden et Durant au Nets, alors que là encore, plusieurs porteurs de balles de haut niveau. Ah oui, parce que Irving peut. Et puis là, on voit que ça marche avec Doncic, donc il faudrait presque arrêter d'être étonné, en fait, hein, je pense, hein, pour le style de jeu de Irving, qui, je pense, n'est peut-être pas un chapouin justement un peu initiateur de jeu, etc., de manipulateur de défense, prendre tous les ballons, mais qui a cette force de pouvoir s'adapter partout. Et puis c'est marrant, mais tu sais, comme il fait beaucoup de très jolis moves, très jolis drives, tout le monde le prend pour un driver d'élite, et en effet c'est le cas, hein, c'est un driver fabuleux. Par contre c'est aussi un shooter d'élite, et ça je me demande à quel point c'est pas un peu sous-estimé, parce que il y a littéralement une seule vraie saison en carrière où il est en dessous des 40%. Quasiment. En fait, c'est l'année 2014 où il était un peu en galère avec son shoot, mais c'est une anomalie. Mais sinon, il est toujours à 40%, 40%, 40%, 41%, 39%, ok, ou des trucs comme ça, quoi. Et là, cette année encore, 41%. Et comme tu dis, il y avait ce côté tactique aussi, on a bien vu en playoff, mais pas qu'en playoff, mais en playoff, c'était évident de Kidd qui fait exprès de dire à Doncic, allez, tu drives du côté où on met Irving. On met que Irving, donc un seul attaquant, mais surtout donc un seul défenseur. Comme ça, quand l'aide se déclenche, il n'y a pas un deuxième défenseur qui est sur le même côté qui peut coulisser pour compenser. Et en fait, là-dessus, tu vois, Irving a été l'arme létale anti-aide face à Doncic, soit pour empêcher l'aide, soit pour la punir quand elle se faisait. Et sur des pick and roll, on le mettait tout seul de ce côté-là, côté Doncic. Sur des drives, pareil. Sur des post-up aussi, on le mettait à une passe près du post-up, comme ça, s'il y a une prise à deux, on ressort, etc., etc. Donc ouais, pour moi, ça fait aussi partie de ces excellents fits. Je pense qu'on parlera tout à l'heure de Lively, mais la construction de l'effectif, elle est aussi magnifique là-dessus, parce qu'il n'y a que des pièces qui fit très bien avec Doncic. Et puis juste pour terminer, j'ai fait un petit filtrage en NBA pour terminer là-dessus. Il n'y a que 2 joueurs NBA qui répondent aux critères suivants. Plus de 1500 minutes cette saison, donc voilà, un temps de jeu, pas un temps de jeu anecdotique. Plus de 25% d'usage, donc un certain volume d'utilisation, pour pas prendre des joueurs un peu role-player anodins. Plus de 1,20 points par tir à l'efficacité, donc voilà. Et moins de 8% de turnover. Il n'y a que 2 joueurs qui répondent à ces critères, ils s'appellent SGA et Kyrie Irving. Voilà. Donc voilà, juste pour dire aussi le niveau de Irving, le niveau de propreté qui... Voilà, il faut aussi peu de turnover parce qu'il n'y a pas une prise de risque énorme dans les passes, hein, c'est pas un passeur, mais de facto, en tout cas, on est sur ce résultat extrêmement intéressant d'un mec ultra efficace, qui perd peu de ballons, qui a une malléabilité en attaque qui est énorme, et je pense il fait quand même une grande saison après quelques années où, bon, c'était un peu de sa faute, mais quelques années un peu plus moyennes sur terrain, hors terrain aussi. Ouais. Là, je pense que c'est sa première vraie très bonne année complète, on peut dire, depuis quelques temps, quoi. Ouais, du coup, je vais glisser une stat que j'avais qui est fait beaucoup plus sur la tienne est évidemment très parlante, enfin, est parlante, mais peut-être si on connaît un peu plus les stats. Du coup, là, la mienne qui est un peu plus grand public, c'est le fait que il est passé à rien du fameux club des 180, parce qu'il fait, encore une fois, donc il a plus de 41% à 3 points, il a plus de 90% dans ses francs, et au niveau des tirs au global, ça se joue à rien, il est à 49,7. Mais donc voilà, on est sur du 50, 41, 90, et voilà, c'est quelque chose de très parlant pour expliquer ça c'est donc qui est vraiment propre. Aussi au niveau des turnovers, tu as dit, il y en a très peu, mais on sait aussi, comme on disait au tout début de podcast, que c'est aussi dû au fait que Luka prend un peu les risques pour l'équipe avec ses 4 turnovers par match, et qu'on a aussi beaucoup de passes de Luka pour Kyrie, alors que l'inverse n'est pas forcément vrai. Ouais. Donc voilà, on est vraiment sur un pari qui est gagné. On a échangé Dinwiddie contre Irving. Je grossis le trait parce que comme on l'a récupéré, c'est juste pour dire qu'au final on récupère Dinwiddie. Au final on a perdu Dorian et un tour de draft dans l'histoire, mais voilà, c'est vraiment un pari gagnant, et je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs, et c'est normal au début 2023 quand ça arrivait. Je pense qu'aujourd'hui il y en a beaucoup moins, et bon, vous noterez que ni Guillaume ni moi n'avons parlé de ces stats dans le 4e quart-temps, mais on aurait pu aussi, parce que c'est vrai que ça c'est un vrai sujet, le Kyrie première mi-temps versus Kyrie seconde mi-temps, et un peu l'inverse pour Luka Doncic. Mais bon, on a peut-être déjà assez parlé de ces 2 joueurs, et je sais pas depuis combien de temps on a commencé, mais bon, il faut aussi parler des autres.
Mais alors justement, toi, donc t'as dit ta quatrième, hein, c'était sur Irving, si j'ai bien Oui, compris. oui. Donc je peux dire la mienne de quatrième stat du jour. Moi, j'avais noté 2,1. J'étais un peu un prétexte. 2,1, c'est les assists potentiels de Derek Lively. Bon, ce qui est pas énorme, évidemment, mais c'était un peu un prétexte justement pour parler de passing, parce que moi, je trouve que c'est un peu la force de son profil, c'est qu'on a un mec de catch and finish, donc verticalité au panier, etc. Mais surtout avec un degré de passing qu'on retrouve pas tout le temps sur le profil comme ça. Le fameux Clint Capella, ce côté rim runner en attaque et puis défense un peu polyvalent ou alors défense du panier. Voilà, ou même chez vous, le modèle de base, c'est-à-dire Tyson Chandler, qui était catch and finish, pick and roll, et puis défense de l'autre côté, en général, il n'y a pas ce passing. Et je trouve que c'est un peu ça la force de Lively. Et je me doute que tu dois avoir des stats sur lui aussi, c'est qu'on a affaire à un pivot qui est plutôt bon passeur, qui fait de bonnes lectures, mais vas-y, je t'en prie, parle-nous un peu de ce coup génial qui a été la draft de Lively, en fait. Oui, c'est sûr que bon, ça il y a eu beaucoup de belles surprises dans cette saison, mais je pense que pour beaucoup de gens c'est la plus belle surprise pour de nombreuses raisons. Donc tout d'abord, petit rappel, on en parlait en off avant le début du podcast, mais Derek Lively on l'obtient via certains moves à la draft, mais tout ça provient du fait qu'on arrive à garder notre pick numéro à la draft, et ça c'est grâce à un match de tanking absolument, mais c'est une masterclass de tanking. Le dernier match de la saison 2022-2023, on arrive à perdre face aux Spurs, qui sont l'un des pires bilans, si ce n'est l'avant-dernier pire bilan, je sais plus. Il a fallu qu'à domicile on mette Théo Pinson en titulaire pour perdre ce match, donc c'était vraiment affreux, mais ça nous permet derrière de trader Davis Bertans, d'obtenir Derek Lively, et Derek Lively on l'obtient en faisant un trade avec OKC, où en fait on trade down pour aller choper Lively. Bref, on sait que en général les profils intérieurs, à part les numéros 1 ou 2 de draft, ils vont mettre un peu de temps à maturer, donc honnêtement j'avais très peu d'attente pour Derek Lively. Et on se retrouve avec un joueur qui très rapidement a su apprendre, a su se placer dans un effectif où évidemment quand t'as un Luka Doncic ça aide pour bien jouer, mais quand même il est allé au-delà des attentes. Donc évidemment il y a le passing où de très nombreuses fois il a réussi à aller à monter à plusieurs passes décisives dans un match, et c'est quelque chose qu'on voit assez peu pour ce type de profil comme tu l'as dit. Et surtout moi ce que j'aime c'est le fait qu'il a pas 20 ans. Donc ça c'est assez fou de se dire que pour sa première saison il fait ces stats là. Je les ai pas sélectionnés, mais j'ai vu un nombre de fois assez fou dans les playoffs et dans les finales, le nombre de fois où Derek Lively était le premier joueur à faire ceci, le joueur le plus jeune à faire cela, parce que c'est du jamais vu un mec à cet âge-là, ce qui en termes de maturité, ce qu'il fait, c'est vraiment excellent. Et puis un petit mot aussi sur la tâche évidemment un peu hors terrain par rapport à l'équipe. On sait la tragédie qu'il a eue où du coup sa mère est morte d'un cancer sur cette première année, et ancienne sportive d'ailleurs, ancienne sportive de haut niveau je crois. C'était une sportive de haut niveau, tout à fait. Et en fait ça a été caché jusqu'au dernier moment. Nous on l'a appris vraiment au dernier moment, et lui avait l'air de vraiment beaucoup s'aider, de se un peu réfugier dans le basket, de se mettre à fond dans les Mavericks pour ça. Et il y a vraiment eu un échange entre les fans et Derek qui font qu'il y a vraiment eu une attache qui s'est faite pour rester un peu plus sur le basket, en plus de la vision de jeu qui est vraiment intéressante, de comme tu disais, des potential assists, en termes de rebond offensif. Il nous a fait un bien absolument fou. J'avoue que moi je savais pas trop quel stat choisir pour parler de lui, donc j'étais plus en termes de rebond offensif, très simplement, sur le fait que sur les fameuses stats qu'on prend pour 36 minutes, il est à presque 4,5 rebonds offensifs par match. Moi j'ai pris cette stat là, même si d'habitude j'aime pas trop le pour 36 minutes, pour montrer le fait qu'il joue encore assez peu de minutes, et c'est lié au fait, on en parlait tout à l'heure, d'avoir tout le temps un Gafford ou un Lively sur le terrain. Mais tout ça pour dire qu'il a un potentiel qui est vraiment fou. Et puis je voulais terminer par rapport à Lively sur une stat, mais c'est la 6e stat, donc elle compte pas parce que c'est juste pour déconner. Mais il est à 100% à 3 points en playoff. Il est à 1 sur 1. Donc je me dis pourquoi pas.
dans le futur développer un petit quelque chose. Je mets pas non plus une très grande attente là-dedans, mais je veux dire, on a déjà vu un Brook Lopez passer de plusieurs saisons à ne rien tirer de loin, à d'un coup devenir efficace à 3 points. Je mets juste un petit « et si » dans le potentiel, mais même si ça ne se développe pas, on a un joueur de 19 ans qui nous a vraiment fait énormément plaisir dans le potentiel, mais dans aussi ce qu'il a produit dans intelligence de jeu, dans ses déclarations d'après-match, et aussi savoir s'inscrire dans un collectif qui est déjà en place, un collectif qui gagne et qui a des hautes attentes. C'est pas forcément facile quand tu débarques de l'université comme ça. Lui, il a su vraiment répondre aux attentes. Donc voilà pour cette longue tirade pour Derek Lively, et je parle au nom de vraiment toute la Mavs Nation. C'est un joueur qui est vraiment adoré par les fans, et on a très hâte de voir comment il va grandir avec nous. C'est le 3 points, c'est le fameux play call en finale NBA là, Oui. qui est un truc totalement volontaire, hein, où justement on fait plutôt que de mettre tout seul d'un côté du terrain Irving, cette fois on a mis Lively. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, Tatum il va vouloir aider depuis le corner et donc abandonner Lively pour aider sur le drive de Doncic. Ouais. Et là, on lui dit dans le temps mort, on lui dit, vas-y, c'est pour toi, on appelle ça, on sait qu'il va aider, tu vas avoir la passe, tu vas tirer, et donc il l'a mis. C'était le bonus, mais par rapport à ça, tu vois, c'est vrai que la différence avec Lopez, c'est que Brook Lopez, c'est que lui, il avait déjà un peu un bagage de mi-distance, etc. Donc c'est juste, il a augmenté la portée de son tir, mais c'est là aussi où c'est intéressant, c'est qu'il part pas totalement de rien, apparemment, même si nous, on a l'image NBA de, non, il prend jamais de jump shot. Apparemment, en high school, il avait un peu ça, tout de même. Les gens qui regardent un peu tout ce qui est le circuit AAU et le high school, dans les scouting reports un peu, très anciens, on voit que, en fait, il shootait déjà, donc c'est peut-être pas forcément non plus l'épiphénomène qui sort de nulle part, en fait. Donc c'est, effectivement, il y a peut-être un potentiel là-dessus, et si en plus il développe le jump shot, ou ne serait-ce qu'un catch and shoot sur jump shot potable, on a affaire à un joueur assez extraordinaire, quoi, pour le coup, parce qu'en fait ça répond totalement aux besoins de Doncic, quoi. Voilà. Si en plus on arrive à avoir un 5 qui peut apporter du spacing, c'est génial, mais tu vois, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il y a ce côté avec Doncic où il est tellement fort que forcément sur pick and roll parfois il va mobiliser des prises à 2, donc ça veut dire 2 sur le ballon, 2 sur Doncic, donc ça veut dire que derrière il y a un 4 contre 3 à exploiter pour Dallas. Si la balle, si Doncic il arrive à faire partir la balle par-dessus la prise 2, mais ensuite il faut l'exploiter, et c'est là que rentre en compte le passing de ton pivot. Est-ce qu'il est capable de faire la bonne lecture, de faire la bonne passe dans ce 4 contre 3, ou est-ce que non, ça va être la catastrophe, on n'arrive à rien. Et le passing finalement de Lively, c'est pas un passing de création, c'est ça, c'est un passing de fluidifier le jeu, de faire l'extra passe, et donc cette fameuse situation de short roll, finalement il est assez bon là-dedans. Gafford aussi, mais Lively est quand même bien meilleur là-dessus, il fait assez régulièrement des bonnes lectures, et comme dit, ça vient un peu compléter ce profil qui n'est pas que un profil on l'a même pas précisé, mais oui, en fait la verticalité, c'est exactement ce qui manquait à Doncic, je trouve, et là-dessus le fait d'avoir fait et Lively et Gafford, pour moi c'est hyper intelligent et hyper important aussi, parce qu'un justement un driver comme Doncic et un passeur comme Doncic, il a besoin de ce genre de menace verticale pour équilibrer par rapport aux couvertures défensives, pour attirer dans le dos le défenseur et libérer encore plus les drives, etc. Donc ouais, c'est un coup absolument génial, parce que verticalité, le passing, la défense aussi, même si on n'est pas du tout encore sur un all defense ou quoi que ce soit, mais tu vois, même sur la défense, on pourrait se dire, c'est un mec c'est un Tyson Chandler 2.0, quoi, grosso modo, un protecteur de panier. Mais en fait, non, il est aussi relativement mobile, et il peut faire des switches, il peut faire des trucs comme ça à l'occasion. Donc voilà, c'est le pic est assez cool, et en plus, comme tu dis aussi, moi j'étais un peu surpris de la vitesse à quel point ça a pris, parce que je me souviens, moi je tweetais en octobre dernier, où ça commençait il y avait un buzz de genre Jared Dudley ou je sais pas qui disait Lively c'est le nouveau Tyson Chandler, etc. Moi je disais, mais enfin attendez, déjà s'il arrive à battre Dwight Powell dans la rotation, c'est bien, quoi, parce que Dwight Powell c'est pas génial, mais voilà, ça reste un rookie quand même, quoi. c'est pas donné qu'il s'impose, quoi. Et Dwight Powell il a des défauts, mais il est quand même un peu compétent. Et en fait non, on a été la bonne surprise. Donc en plus inédit ce côté de à 20 ans il arrive, et puis les titulaires NBA, alors petit titulaire NBA, mais tout de même. Donc il fallait en parler. C'est partie des très très bonnes surprises de Dallas. Ouais. Du coup, je viens d'aller vérifier, mais du coup, sur les playoffs 2024, si je te demande les 2 joueurs qui ont mis le plus de dunks, et de très très loin devant Rudy Gobert, 3e, mais avec 32. Gafford et Lively alors. Voilà, avec 51 et 46.
Ouais. Oui, puis on a bien vu contre les Wolves, justement, où Gobert, c'est un des meilleurs défenseurs en drop de NBA. Mais pourquoi ça a pas marché? Parce qu'il pouvait pas rester sur Doncic, il était obligé de reculer parce que dans le dos, il y avait la menace de lob, quoi. Donc c'est un peu c'est insoluble, quoi, forcément. Et quelle est ta 5e stat du jour à nous proposer pour ces Mavericks 2024? Du coup, moi, c'était celle-ci, ma 5e stat, parce que je voulais parler absolument de Lively, et j'en ai profité du coup aussi de Gafford. C'était juste par rapport les rebonds offensifs, où ils sont vraiment très bons, et c'était pour moi important de parler de ça, parce que comme je te l'ai déjà dit, historiquement les Dallas Mavericks, notre poste faible, c'est le poste 5. Si je te demande le meilleur pivot de l'histoire des Dallas Mavericks, tu vas sûrement me dire Tyson Chandler, tu vois, qui a finalement, il a fait qu'une saison avec nous. En fait, ça montre bien qu'en 40 ans, on n'a jamais été bon à ce poste-là. Toujours d'ailleurs, on a été habitué lors de ces 10-15 dernières années, à chaque fois on se prenait des mixtapes par les gros pivots adverses. Et là, le fait d'être enfin solide défensivement, mais aussi défensivement, je parle du coup à la force dissuasive, donc le contre et le rebond, c'est quelque chose qui nous a fait énormément de bien. Mais en tant que fan, on a même découvert quelque chose qu'on ne connaissait pas, même si ça faisait des années qu'on suivait. Et donc du coup voilà, je voulais rendre un peu hommage à ces deux joueurs qu'on est super heureux d'avoir, qui mettent une énergie folle. Et puis même voilà, en termes de points qu'on a sur seconde chance grâce au rebond offensif, c'est aussi quelque chose de nouveau pour nous. Et Gafford et Lively font un travail phénoménal là-dessus, et j'étais obligé de les mentionner. Donc juste j'ai pas trouvé la stat, peut-être, je sais pas que t'en as une, mais j'ai pas trouvé une stat qui est vraiment qui est super parlante. Donc voilà, je voulais juste parler de ces rebonds offensifs de nos deux pivots. Voilà. Non, mais vous êtes tellement maudits sur les pivots que vous avez dû laisser partir Steve Nash à l'époque pour signer, c'était qui? C'était Haywood, non, à l'époque, ou un truc, non, ou Eric Dampier, je sais plus, un des deux. Je sais plus exactement. Ouais. Mais c'était ça le choix à l'époque de Mark Cuban et des Mavs, c'était non, on peut pas signer Steve Nash aussi cher, il faut qu'on aille chercher un pivot. Bon, à l'époque, c'était aussi pour défendre le Shaq, mais voilà. Mais non, alors effectivement, c'est sur le rebond offensif, c'est intéressant parce que tu regardes les chiffres en saison régulière, ils sont pas si bons que ça, les Mavs. Par contre, c'est un vrai outil tactique qu'ils ont pu sortir parce qu'ils avaient ce potentiel, justement. Et je crois que, alors je vais essayer d'aller vérifier en 2-3 clics, mais je crois qu'ils ils ont bien augmenté le chiffre de rebond offensif en playoff, justement, parce qu'ils avaient ce truc, et c'est contre OKC, non, que justement il y a un peu ça qui est déployé à grande échelle, parce qu'OKC il y a des line-up un peu petits, ou alors un peu pas très bon défensivement, et donc ces termes du rebond offensif avaient été largement utilisés et a beaucoup marché. Donc ouais, en effet, il y a Lively et Gafford là-dessus ont beaucoup aidé, et il y avait ce potentiel de rebond offensif. Mais alors, c'est pas grave si t'as pas d'autres stats, puisque moi il me reste 2 sujets à aborder, donc je peux t'en prêter un et je peux te mobiliser aussi là-dessus. Alors moi, ma 5e stat du jour, on va dire que c'est 8,2. J'ai pris tout simplement les points par match de Josh Green. Bon, la stat est encore un peu un prétexte, même si la stat reflète aussi le fait que voilà, c'est pas non plus beaucoup, 8 points par match pour Josh Green, et même au niveau de son minutage, on est à 26 minutes par match. Bon, c'est pas que c'est mauvais, c'est pas que c'est scandaleux, c'est pas que c'est trop petit, c'est peut-être juste que on n'a pas eu l'explosion offensive qu'on aurait pu penser pour cette année, après la très bonne saison 2023 peut-être. Oui, totalement. Il y a eu vraiment des grandes attentes après la dernière saison qu'on a eue, qui était vraiment bonne. C'est pour ça qu'on a choisi notamment de le re-signer avec un contrat qui, moi, m'allait vraiment bien. Donc on l'a re-signé pour 3 ans et une quarantaine de millions, donc environ 13 millions la saison. Et du coup, il y avait vraiment des attentes pour qu'il puisse confirmer ce statut et montrer une certaine régularité. Malheureusement, voilà, ça a pas trop été le cas. Voilà, je me souviendrai qu'il était bon sur le dernier match de la saison face aux Celtics, mais sinon, globalement, en playoff, il existe pas trop. Il doit être, enfin, les 8 points, c'est sur la saison régulière. En playoff, il a moins que ça. Il a quasiment pas joué. On n'a pas réussi à trouver une
une certaine régularité à 3 points qu'on aurait aimé, qu'on aimerait avoir pour un joueur qui joue avec Doncic. Et c'était vraiment, j'ai trouvé en dents de scie, c'est-à-dire que globalement les stats sont plutôt pas mal sur la saison, mais il y a pas eu cette confirmation et cette montée en termes de hiérarchie, parce qu'il est jeune, on l'a drafté, il a que 23 ans, et je pense que pour beaucoup c'était une pièce qu'on souhaitait intégrer à l'effectif sur le long terme. Néanmoins, parce que voilà, j'aime beaucoup le joueur, et je veux mettre en avant le fait que en termes de hustle, donc c'est quelque chose qu'on peut pas mesurer par des stats, mais pour se donner sur des fois des certaines situations, sauver des balles, aller au rebond offensif, etc. Il a toujours été présent, mais voilà, je pense qu'on est un peu dans l'archétype du joueur où on entrevoit très facilement son plafond, oui, je confonds, mais son plafond. Donc ça fait un peu mal au cœur de s'en séparer à la fin de la saison. Je pense quand même que c'est le bon choix à faire, et je souhaite vraiment me tromper dans mes prochaines paroles, mais je lui prédis un peu un avenir après son trade à la Dorian Finney-Smith, dans le sens où je pense qu'on est sur un joueur qui a un plafond qui est très facilement cernable, et en le sortant de l'effectif dans lequel il était, je m'attends un peu à une baisse de productivité. Mais bon, là où j'étais vraiment sûr à 100% sur Dorian Finney-Smith, sur Josh Green, j'ai peut-être je serais moins surpris si ça arrive. Et encore une fois, voilà, j'espère me tromper. J'aime beaucoup le joueur, mais voilà, tu as raison d'en parler, parce que c'était vraiment une grosse attente sur la saison. On l'attendait même poste 3 titulaire, hein. Je veux dire, personne ne s'attendait à ce que Derrick Jones Jr. soit titulaire au final, et il est un titulaire indiscutable. Voilà, Josh Green a pâti de cette réussite de Jones Jr. et il a pas su vraiment se développer en sortie de banc. Donc c'est pas une aussi grosse déception que Tim Hardaway Jr., mais c'est une petite déception, mais je reste quand même bien content de ces années aux Mavs. Ça restera un bon souvenir. Après, la différence avec Finney-Smith, c'est que je crois que Finney-Smith, c'est un non drafté, qui a un projet total que tu développes, et qui c'est déjà extrêmement bien d'avoir réussi à en faire un 3&D, alors plutôt défenseur, plutôt D que 3, mais qui était un 3&D viable en tout cas. Il y avait assez de 3 points au moins statiques pour être sur le terrain, et la différence, c'est que Josh Green, peut-être que s'il a été drafté dans le top 20 en 2020, je crois, si je dis pas de bêtises, il y avait peut-être un peu plus d'attente. Et c'est là-dessus où je pense que la conversation par rapport à Josh Green pour cette année doit être un peu nuancée. En tout cas, il y a deux aspects à séparer, qui est le fait que pour moi, c'est un joueur extrêmement compétent déjà, il a un petit temps de jeu, mais tu vois, j'aurais pas de mal à l'imaginer 30 minutes par match, peut-être dans une autre équipe, un autre environnement, et donc un titulaire dans son rôle très bon en fait, ce côté défenseur, pas d'élite, mais très bon défenseur sur le ballon, enfin un peu moins sur le ballon d'ailleurs, mais pas mal sur le ballon, très bon off-ball surtout, avec ce côté instinct, rotation, là-dessus il est vraiment très bon, plus le connecting, le fluidifier le jeu, faire l'extra passe, là-dessus il a un passing très impressionnant, mais donc il y a cet aspect en fait il est déjà très bon dans son rôle. L'autre aspect pour moi, c'est peut-être ma déception personnelle, et c'est peut-être moi qui me trompais, mais en même temps, comme dit, s'il a été drafté haut, c'est qu'il y avait peut-être un potentiel. C'est la déception que la création offensive soit jamais venue. Parce que oui, c'est un bon élément dans son rôle, mais peut-être que j'en espérais un peu plus, et ce qui a bloqué, c'est pas tant, parce que tu vois, ok, le shoot, il est encore à 38% à 3 points, l'an dernier 40, bon voilà, c'est pas, on est à un bon niveau. Le problème, c'est que c'est un petit volume, déjà, de tentatives par match. On n'est pas à faire un shooter naturel, mais la création offensive plus généralement n'est pas venue, parce que le dribble ne s'est toujours pas trop développé, donc il n'y a pas cette aisance avec ballon pour faire des drives, pour aller au panier, pour développer des pull-ups, pour se créer son tir en sortie de dribble. Voilà, le dribble est un peu à la base de tout. Il a que 23 ans, il peut encore développer ça par la suite, mais voilà, moi je trouvais que l'an dernier on pouvait s'imaginer un bon scénario, même un scénario idéal où ils développaient de la création. Ça n'a pas été le cas, donc ils ont tourné la page, et d'ailleurs c'est peut-être un peu pour ça qu'ils ont préféré tourner la page, pour prendre un Quentin Grimes qui est peut-être un peu plus avancé dans ce côté création offensive, et qui tout simplement a aussi beaucoup de similarités de profil, défense et connecting, de passing, de fluidification, mais qui a aussi un plus gros volume de shoot. Je pense que ça a peut-être été un peu ça le raisonnement en fait.
Ouais, ça semble probable. Je connais pas trop Quentin Grimes, mais enfin, si ce n'est qu'il a un très bon prénom. Mais enfin là où je te relance, c'est vraiment sur le côté création. En tout cas, j'ai vraiment trouvé Josh Green limité. Comme tu l'as dit, un départ de dribble, il n'arrivait vraiment pas à se créer un shoot. Et il y avait un côté aussi. Tu sens vraiment que sur certains matchs, quand il n'était pas en confiance, ça allait faire voilà du 0 sur 3, 0 sur 4 à 3 points, alors que il allait avoir des tirs ouverts. À chaque fois, ses tirs étaient relativement très ouverts. Son shoot, je suis pas professionnel là-dedans, mais sa gestuelle là, avec le côté où il penche un peu sur le côté en même temps qu'il tire, je Ouais. suis vraiment pas fan et je pense pas que ça puisse permettre d'avoir un joueur qui ait des hauts pourcentages. Je pense aussi que la saison précédente était un peu une surchauffe. Donc, ouais, je pense que c'est le bon move hein, de s'en être séparé. Et voilà, je redis, j'ai du mal à voir vraiment dans quel aspect il pourrait vraiment s'améliorer. Donc, on verra. En tout cas, c'était le bon choix de s'en séparer. C'est dommage de ne pas avoir pu garder Derrick Jones Jr., mais bon, là, il préférait aller en Californie. C'est un autre sujet. Là, on n'a rien pu faire parce on pouvait proposer le même montant. Donc, s'il a choisi le même montant pour Los Angeles et qu'il voulait se barrer, et prends ton argent, mon gars, y a pas de souci. Et puis il était en fin de contrat, hein, je crois, Josh Green. Non, ou alors il avait déjà signé une Non, prolongation. on l'avait prolongé pour C'est ça, ouais. Ouais, ouais. à la suite de sa très bonne saison, justement. 41 millions pour 3 ans. Oui, donc c'était une prolongation anticipée en plus, qui rentre en compte que cette année et que l'an prochain, ouais. Ouais, qu'on en attendait beaucoup. Ouais, ouais. Après voilà la dernière saison qui était vraiment voilà vraiment sympa. Mais voilà, il y a eu trop de moments où en fait c'était vraiment plus intéressant dans Derrick Jones Jr. que Josh Green sur le terrain et c'est quand même problématique quand t'as un joueur qui a un contrat minimum alors que l'autre voilà c'est celui qu'on a cité dans lequel on se projetait. Donc voilà. Bon. Et puis dernière stat, bon, la 6e pour moi, bonus, mais je veux surtout avoir ton avis. Moi j'avais surtout noté un peu le 39%, qui est le field goal de Jaden Hardy en fin de drive. Sur ses tirs en fin de drive, il est à moins de 40%. Pour décrire un peu l'échelle des réussites, 60% c'est les meilleurs, c'est voilà, Luka Doncic, 60%, l'échelle, le haut de l'échelle c'est ça. Le bas de l'échelle en général, bah, c'est justement 40%. c'est la zone un peu des Fred VanVleet, Devonte Graham et tous ces très très mauvais drivers de NBA. Bref, donc Jaden Hardy, 39% de réussite sur les tirs en fin de drive, bah, c'est pas top, hein, et c'est même littéralement 151e sur 157 joueurs à plus de 3 drives par match, je crois, un truc comme ça, 3 ou 4, j'avais noté. Il en fait 4,5 par match. Donc voilà, on est tout en bas du classement et je voulais citer ça parce que pour moi ça peut être un point de bascule et j'aimerais bien ton avis de qu'est-ce qu'on fait avec Jaden Hardy, quel est son potentiel, qu'est-ce qu'on va faire parce que au-delà de ça, on a un bon shooter, ça c'est évident, on a un shooter à 3 points qui est très compétent, un mec qui peut même faire des pull-up à 3 points, pull-up dans la mi-distance, mais c'est vrai qu'il manque un peu de la défense, il manque un peu de passing, il manque un peu de drive. Donc, où est-ce qu'on en est du projet Jaden Hardy, qui a été un mec récupéré en 2e tour parce que talent pur, mais qui avait eu des difficultés de fac, je sais plus trop lesquelles, mais voilà. Où est-ce qu'on en est du projet Jaden Hardy? Bon, déjà, je trouve même que tu es un peu généreux avec un très très bon shooter. Je suis même pas si sûr que ça. Ouais. Moi, globalement, Jaden Hardy, j'ai jamais vraiment trop cru. Je l'en avais parlé sur le compte. Le début de saison n'a fait que confirmer toutes mes craintes et mes impressions par rapport à ce joueur-là. Cependant, je dois avouer que sur la deuxième partie de saison et notamment en playoff où on a par moment Jason Kidd lui a fait confiance, lui a donné des minutes. OKC, hein, justement, non? Contre OKC, justement, il est sorti de sa boîte là et Oui. il y a un côté shooter un peu dynamique qui a fait du bien, quoi. Oui. Mais vraiment, moi, j'y croyais vraiment zéro. Mais là où j'ai vraiment perçu une grosse différence, et il me semble que ça se retrouve aussi dans les stats, c'est le fait que on avait vraiment l'idée d'un poulet sans tête là qui fonce, qui réfléchit pas sur la saison régulière, qui va aller vraiment prendre ses tirs quoi qu'il advienne. Et ça faisait vraiment le syndrome du joueur. Il me semble il a fait G-League Ignite ou pas?
Je crois qu'il est passé par... Oui, c'est ça. Ignite, Je crois, hein. tout à fait, ouais. Voilà, tu vois, vraiment ce syndrome-là où je veux marquer à tout prix, ceux qui donnent des pourcentages qui sont globalement mauvais, et puis surtout en passing, c'était vraiment très très obtus, sa vision de jeu, j'étais vraiment pas fan. Et sur la deuxième partie de saison et les playoffs, à de nombreuses reprises, j'ai été très positivement surpris par lui dans sa gestion de jeu, que ça soit sur certains tirs où il était un peu plus intelligent dans la prise de dans la prise de décision de ses tirs, mais aussi sur le côté passing ou en playoff. Donc évidemment il avait un petit temps de jeu, mais sur ce petit temps de jeu, j'arrivais à trouver quelque chose qui ressemblait vraiment plus à ce que tu peux demander à un joueur qui doit être dans ta rotation sur le poste 1, parce que bon, avec sa taille et son poids, c'est difficile de demander autre chose que le poste 1. Et ça m'a fait changer d'avis dans le sens où avant j'étais vraiment en mode bon, trade-le tant qu'il y a un semblant de potentiel et qu'on peut mentir à une franchise. Voilà, pour te répondre à ta question de que faire du projet Jaden Hardy. Et là, je suis passé à bon, il ne coûte vraiment pas cher. Pourquoi pas tenter quelque chose pour avoir un joueur en second unit qui peut venir apporter sur quelques minutes avec beaucoup d'explosivité. Et puis bon, si ça fonctionne pas, hop, tu le sors direct. On l'a vu faire ça plusieurs fois, Jason Kidd. Et donc voilà, ces derniers mois m'ont fait dire moi là je suis pour le garder dans l'équipe, le mettre dans la rotation, mais du coup un peu quid de qu'est-ce qu'on va faire parce qu'on commence à avoir des meneurs, hein, donc dans des registres différents évidemment, mais Quincy Williams, Ante Exum, bon, ça va se battre un peu en sortie de banc pour les postes 1-2, mais voilà, au vu du jeune âge et de ce qu'il a su nous montrer dans la deuxième partie de saison, je suis voilà pour essayer de faire travailler ça, qu'il montre que voilà, il a su un peu prendre en maturité là-dessus, arrêter les décisions vraiment, les tirs comme tu dis, hein, qui nous amènent à quelque chose à 40% en fin de drive, pour voilà, montrer amener un joueur qui peut être intéressant. Et après bon, pourquoi pas, je reste toujours très ouvert à l'idée d'un trade si on arrive à obtenir quelque chose d'intéressant de l'autre côté. Mais voilà, pour répondre à ta question, j'ai quand même voilà, positivement changé entre le début et la fin de saison. Et au début, je voyais vraiment rien pour lui. Et au final, je pense qu'il y a un petit quelque chose à faire, mais ça reste petit tout de même. Pour rappeler, hein, c'est ancienne superstar lycéen, Ouais. qui était top 5, top 3 selon les sites. Hein, il était 5e chez Rivals, il était top 2 chez ESPN. Voilà. Gros talent pur, on va dire, qui est pas allé en NCAA, qui a plutôt choisi, comme tu as dit, d'aller dans la fameuse la Ignite, l'équipe de jeunes de la NBA, mais en D-League du coup. Et bon, c'était pas très bien passé, hein, parce que notamment au niveau du scoring et l'efficacité, etc. Enfin, on a vu toutes les faiblesses en fait de son profil, qui est plutôt le profil de je sais scorer, j'ai un talent pur, et donc en général, tu vois, quand t'as ce côté explosivité, plus le dribble, plus le pull-up, etc. C'est les lycéens, ils aiment bien quoi, les classements de lycéens. Ils évaluent assez peu la défense off ball ou le passing ou trucs comme ça. Mais voilà, c'est un peu ce profil-là en fait, le côté attaquant qui a des skills en fait, grosso modo. Et donc c'est pour ça que le talent pur était là entre guillemets, de scoreur en tout cas, de skills. Et comme ça s'est pas bien passé, il est tombé à la draft très très bas, 37e, hein, pour un mec qui, comme dit, un an avant était top 5 de sa QV de lycéen. Et donc ça a été un talent de play, comme on dit, un pari de talent pur, hein, finalement fait par Dallas, sachant que le mec a beaucoup de limites. On est d'accord. Le passing, ça viendra, je pense, jamais. Pas à un niveau, je veux dire, mais on n'est pas du tout dans cette fibre-là. La défense, il y a des limitations aussi de taille et d'envergure de bras et tout ça. Après, on retrouve ces limitations un peu pareil sur drive, moi je pense. C'est-à-dire que, ok, il a un très bon dribble, il a une bonne capacité à créer de l'espace sur ses tirs en isolation. Il a le pull-up qui n'est pas élite, mais qui peut être sympathique, hein, vraiment assez bon. Il a la vivacité au premier pas, ok, mais sauf qu'il n'a pas la taille et l'envergure de bras et l'agressivité au panier pour aller chercher soit des lancers francs. Quoique il n'est pas si cata que ça au lancer franc, mais voilà, il joue en dessous du niveau du panier sur les drives. Et bref, tout ça pour dire que pour moi, j'arrive assez bien à imaginer un scénario où on a un joueur qui est un vrai bon joueur de rotation, un vrai bon scoreur. J'avoue que pour aller au step au-dessus, le côté titulaire NBA et créateur un peu major NBA, créateur primaire ou secondaire, pour moi il faut du passing en fait. Ou alors il faut que le scoring soit à ce point fabuleux, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Et là, voilà,
Pour l'instant, je pense qu'il y a surtout le shoot, il y a le pull-up et le 3 points en fait, donc ça peut faire du bien, on a vu que ça a fait du bien, mais voilà, tout ce qui est passing, tout ce qui est défense, tout ce qui est drive, c'est pas trop là, mais comme tu dis aussi, c'est un pari qui coûte rien quoi, actuellement. Le mec est encore très jeune, il est payé sur presque un minimum, enfin en tout cas un contrat de deuxième tour, donc c'est pas beaucoup. T'attends, tu développes, tu vois si tu peux pas arriver à en tirer un peu plus, et en termes de développement, je veux dire, pas dans un échange. Mais voilà, comme toi, je partais d'assez bas. Et finalement, les sorties en play-off, avec la variance qu'on connaît sur ce genre de profil, parfois c'est bien, parfois c'est pas bien du tout. Mais je suis un peu plus convaincu qu'il y a un an où tu m'aurais dit, tu t'en sépares, je dis, oui, ok, ça. C'est typiquement le genre de joueur qui parfois peut impressionner les fans. Quand il fait une bonne sortie au mois d'avril, il fait 20 points contre une équipe qui joue plus rien en avril. Là, j'avoue que les sorties contre OKC, tu vois, il fait des pull-ups, il fait même des passes de alley-oop dans le dos de Chet Holmgren pour Gafford ou des trucs comme ça. Tu dis, ah ouais, ok, ça peut être pas mal. Le potentiel maximum, je pense pas que ce soit énorme, mais je suis un peu plus intrigué. Donc ouais, comme toi, pour un truc aussi pas cher, tant mieux, on peut continuer à tester ça. Voilà pour Jaden Hardy. Est-ce que on a fait nos 5 stats chacun, on a fini. Est-ce qu'il y a des joueurs qu'on n'a pas évoqués? Tu voulais dire 2 mots quand même en fin de podcast assez rapidement. On n'a pas parlé de Tim Hardaway Jr., on n'a pas parlé de, je sais pas, des mecs comme ça. Carte blanche, vas-y, je t'en prie. Voilà, alors allez, en 2 mots, une saison malheureusement très mauvaise pour Tim Hardaway Jr., mais merci pour tout quand même. L'aventure avec Dallas a été sympa. On n'oublie pas qu'il a été vraiment efficace, notamment sur la première série face aux Clippers. C'est lui notre deuxième meilleur joueur derrière Luka, avec une efficacité folle qui fait que derrière on lui donne une prolongation qu'on ne pensait pas avoir. Au départ, on le récupère avec Porzingis. Pour nous, c'est juste un truc sur le côté dont on va se débarrasser. Au final, on le garde et il a su avoir ses très bons moments. Donc merci pour tout. Et puis j'ai très peu d'espoir pour la suite pour lui, mais bonne chance quand même. Et l'autre joueur auquel je voulais parler, c'est Maxi Kleber. Je pense que tu es fan aussi, il me semble. Ouais. Oui, tout à fait. Voilà. J'ai l'impression que c'est Maxi Kleber, on est les nerds de stats, on est tous fans de lui. Bon, par contre, il arrive quand même, et il commence à vieillir, on le ressent quand même bien, bientôt 33 ans, parce qu'il a commencé sa carrière tard, à Dallas, il arrive à 26 ans. Et donc maintenant le spectre des blessures commence à devenir de plus en plus présent malheureusement sur les 2 dernières saisons réunies, il joue même pas 80 matchs. Donc ça c'est quand même il joue 80 pile poil, ça devient problématique. C'est ça en fait, c'est la récurrence des blessures surtout qui fait que il était très bon pour sa mobilité notamment. Et là le fait qu'il y ait des blessures de plus en plus, on voit que ça l'affecte un peu quoi. Ouais, totalement. Et du coup ça affecte son impact défensif qui fait que il joue moins longtemps. Il a des minutes qui chutent, mais ça reste toujours un joueur intéressant. Autant Dwight Powell, bon, on a vu que ça a beau être le meilleur humain de l'effectif et j'ai aucun doute là-dessus. On est mieux quand il joue maintenant 0 minutes. Autant Maxi Kleber, je reste encore partisan et défenseur de l'avoir quelques minutes sur le terrain parce qu'il nous permet d'avoir du 5-out. Des fois, il est même un peu trop respecté à mon goût. Dans le sens où je vois vraiment des joueurs qui le collent à 3 points alors que c'est peut-être pas forcément tant une menace que ça. Il reste évidemment bon et capable de fulgurance, mais c'est qu'un joueur à 35% à 3 points, mais il reste bien utile. Et donc voilà, j'étais obligé d'en parler en souhaitant pour lui une prochaine saison où il puisse être épargné par les blessures, parce que je pense que malgré l'âge qui avance, il peut toujours apporter à cet effectif sur les fameuses séquences où on a ni Lively ni Gafford. Ça peut être que 5-6 minutes par match, mais ça peut être des matchs vraiment, des séquences vraiment très intéressantes où Maxi Kleber peut avoir un rôle clé que les fans ne vont pas forcément reconnaître leur juste valeur et les fans de NBA encore moins. Maxi Kleber, c'est juste Maxi Kleber et on en rigole et voilà. Mais si, il peut être vraiment intéressant et face aux Clippers, ça a été le cas. Il a beaucoup apporté et j'étais obligé d'avoir un dernier mot pour lui. Voilà. Non, mais effectivement, je fais partie de ces très très grands fans. Le problème, c'est que plus on avance, plus on va vers le joueur qui est plutôt une idée théorique que concrètement, quoi. Parce que, mais pour moi, il a un profil qui, en théorie, peut être un peu le point de bascule de l'effectif avec, ok, Doncic, il aime bien avoir ses menaces verticales, mais si tu arrives un peu à insérer un Maxi Kleber qui est un poste 5,
qui peut jouer poste 5, qui peut shooter. Et il joue poste 5, pourquoi ? Parce qu'il est assez petit. Enfin, oui, il est assez petit, mais il a une protection de panier secondaire en deuxième rideau qui est assez intéressante pour sa taille et pour son poste. Donc il y a ça. Donc en plus de la protection de panier, une défense de switch, et pas que switch, il peut aussi être mis de base sur des extérieurs ou des ailiers même assez forts, et ça passe. Et le problème, comme dit, c'est que voilà, plus les blessures passent, plus les années passent, on n'est plus en 2022, quoi. Et plus ça va, plus les fans de Dallas me disent non, mais c'est plutôt de la théorie, quoi. C'est pas tellement la pratique concrètement. Mais ouais, un peu déçu. J'espère que il va avoir quand même 1 ou 2 saisons où ça va un peu le laisser tranquille ses blessures et qu'on pourra un peu le revoir. Mais ouais, Kleber que j'aime beaucoup aussi. Même tu vois, même au niveau du shoot, c'est vrai que bon, on n'a jamais été sur un très grand shooter, hormis la fameuse saison 2021, mais où toute la NBA a bien shooté. Mais en dehors de ça, où il était à 41%, on est plutôt sur du 35 au niveau de la moyenne, quoi, assez clairement. Et Dwight Powell, alors, juste pour dire que moi j'aimais bien aussi, pour le coup, même si aujourd'hui il y a mieux. Powell est encore dans l'effectif ou pas pour l'an prochain ? Bien sûr. Bien sûr, ouais, ok. Le joueur qui a le plus d'ancienneté, on est d'accord. Tout à fait. Arrivé dans le trade de Rajon Rondo. Ouais. Effectivement, il a fait quelques matchs à Boston, mais depuis, c'est le rock de Dallas. Il a dû en faire, je crois même pas qu'il en a fait 5, hein. Je trouve que c'est dommage, ça fait une tâche, parce que sinon, il aurait fait toute sa carrière à Dallas, ça aurait été super beau, mais il y a cette tâche-là avec, genre 2-3 matchs, si je dis pas de bêtises, à Boston, c'est dommage. Mais Dwight Powell, c'est, voilà, en 14e ou 15e joueur de l'effectif, très content d'avoir ce genre de profil, parce que quand on avait une blessure, vraiment il peut répondre très rapidement, et puis même si voilà, il a perdu en explosivité, etc., on sent, enfin, ils se connaissent par cœur avec Luka Doncic, et donc très rapidement tu peux obtenir, même si le mec est à froid, il était pas supposé jouer, tu peux obtenir des séquences où tu vas aller récupérer des points faciles, parce que t'as un génie comme Luka et un mec comme Dwight qui est un gros bosseur, qui se connaissent par cœur. Donc voilà, ça reste intéressant de l'avoir dans l'effectif, selon moi. Mais voilà, quand t'as Gafford et que t'as Lively qui sont dans la force de l'âge, enfin qui sont tout jeunes, quoi, c'est mieux quand ils ne jouent pas. Ouais. Moi, Tim Hardaway Jr., ma déception, c'est pas sur le sportif où c'est le joueur qui par nature est irrégulier. Ma déception, c'est mince, on n'a pas pu l'échanger parce qu'il avait un contrat assez de taille intéressante pour obtenir un truc en retour, quoi. Et bon, c'est un peu la déception. Mais effectivement, on tourne la page. Je crois qu'on a parlé un peu tout le monde. Alors pour cette saison de Dallas, je pense qu'on peut s'arrêter là après ce bilan assez complet. On parlera pas de Klay Thompson puisqu'il vient d'arriver, mais peut-être on en parlera l'an prochain. Mais en tout cas, merci beaucoup Quentin d'être passé sur le Basket Lab pour parler des Mavs 2024. Merci bien à toi pour l'invitation. Merci à ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Et puis on espère se retrouver l'an prochain avec une analyse de stats et avec en chiffre clé 2 le titre de champion des Dallas Mavericks. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et j'espère qu'on aura un peu réussi à dépeindre la saison 2024, un peu, non pas atypique, mais c'est vrai que, en tout cas, la saison régulière a été un peu moins flamboyante que les playoffs, ou plutôt l'inverse. Les playoffs ont été beaucoup plus magiques que la saison ne pouvait le laisser entendre. C'est cette question d'avoir un porteur de balle d'élite et un style de jeu qui se transpose en playoff magnifiquement, cette chasse au mismatch. Donc quand en plus on lui met une bonne défense autour et des connecteurs, des bons role players offensifs autour aussi, c'est pas mal, et ça va jusqu'en finale NBA. Petite déception moi de mon côté, parce que je pense qu'avec des role players ou même Irving qui était un peu plus en forme, qui mettait les tirs, on aurait pu avoir des finales beaucoup plus disputées. Et les fans de Boston auraient moins fait les fanfarons. Mais alors justement, transition parfaite. La prochaine fois, on va se retrouver donc pour finir notre marathon de 30 bilans en 30 jours. Puisque la prochaine fois, c'est évidemment le bilan des Boston Celtics. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Quentin d'être passé sur Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.